Bonjour Stéphane, merci de participer à mon podcast. Je suis ravi de pouvoir te parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler de défense ensemble. Et alors, pour te présenter en quelques mots, hein, donc Stéphane Audran, tu es consultant indépendant en risques internationaux, historien et officier de réserve dans la marine. Alors, moi, je t'ai découvert grâce à la revue Le Grand Continent, où tu as partagé une tribune assez longue avec un récit fictif sur ce qui pourrait se passer, on va dire, dans l'Atlantique, comme menace pour nous, Européens, de la part de la Russie. On va y revenir, mais est-ce que oui, tu peux peut-être déjà en quelques mots finir de te présenter et puis nous dire en quoi ça consiste finalement aujourd'hui à être officier de réserve dans la marine? Alors, oui, effectivement, j'ai ces métiers, j'ai plusieurs métiers. Mes activités civiles sont des activités de conseil à destination des grandes entreprises. Pour les conseiller, donc je conseille essentiellement des grandes institutions financières françaises pour qu'elles maîtrisent leurs risques dans un certain nombre de secteurs sensibles, dont le commerce des armes, l'agriculture, le nucléaire civil, qui sont des secteurs que je connais bien. Et en parallèle, je suis officier de réserve depuis 2002 dans la Marine nationale. Donc ça fait 23 ans, presque 24. Où j'ai tenu plusieurs postes. J'ai été notamment longtemps à l'inspection. Et depuis quelques années, je suis expert au sein du ministère des Armées pour tout ce qui est lutte contre les trafics d'armes et lutte contre la prolifération et maîtrise des flux illicites du commerce des armes. Et puis, je fais un peu de prospective stratégique aussi et de suivi du conflit en Ukraine. D'accord. Et du coup, quand on est dans la réserve, ça suppose une disponibilité je ne sais pas combien de jours ou de semaines par an, par curiosité. Alors, c'est le bénéfice d'être consultant indépendant et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le travail salarié en 2013. C'était pour avoir un peu plus de temps pour servir. Et donc là, j'arrive à faire à peu près 50 jours par an sous l'uniforme, ce qui fait en D'accord. gros une journée par semaine de manière récurrente, plus quelques missions parfois, soit des exercices, soit des négociations internationales ou autres. Très bien, parfait. Donc, bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on saute directement dans le vif du sujet. Alors, il y a plusieurs grands sujets géostratégiques dont je voudrais qu'on parle, mais on peut déjà commencer par le conflit ukrainien. Est-ce que tu penses que 2026 va être une année décisive pour ce conflit? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut attendre de cette année? Alors, c'est compliqué de dire qu'est-ce qui est décisif dans un conflit parce que, en fait, toutes les années sont décisives au sens où c'est un conflit très actif. Et même si on voit peu la ligne de front bouger, c'est un conflit qui n'a jamais baissé en intensité et en activité depuis sa phase globale de février 2022. Par rapport à d'autres conflits où historiquement on a pu voir des formes de pause qui duraient parfois plusieurs années, où effectivement les années n'étaient pas très décisives. Mais là, depuis février 2022, les deux pays, l'Ukraine et la Russie, sont vraiment engagés dans un conflit très intense, toujours très actif, avec à la fois un combat permanent sur la ligne de front et puis des tentatives de détournement par des frappes dans la profondeur, par des actions dans les champs cyber, par des actions en mer. Donc c'est un conflit très très actif. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une logique d'attrition qui prévaut, c'est-à-dire d'usure des deux camps. Et effectivement, l'année 2026 pourrait voir un des deux camps, entre guillemets, craquer. Euh, Parce que l'Ukraine, toujours très soutenue par l'Europe, toujours très capable de produire beaucoup d'armes et de faire beaucoup d'innovations, a des problèmes d'effectifs militaires. Qu'en face, la Russie, qui a moins de problèmes d'effectifs, qui est très aidée par la Chine, qui a fait un effort de mobilisation industrielle très important, a quand même aussi beaucoup de pertes militaires. Il y a une usure aussi du dispositif russe. Il y a une certaine usure sociétale qu'on commence à voir aussi. Ça coûte extrêmement cher à l'économie russe. Et donc voilà, on est dans cette logique d'attrition où pour l'instant, il faut le rappeler, hein, la guerre peut s'arrêter n'importe quand à partir du moment où la Russie renonce à son agression. Hein. Il n'y a pas de velléité ukrainienne contre la Russie en dehors d'être respectée dans ses frontières. Pour l'instant, on ne voit pas de signe de la part des Russes de ralentissement, au contraire, hein, et malgré toutes les négociations en cours, il y a toujours une volonté russe de poursuivre cette agression de manière très très soutenue. Les Ukrainiens se défendent et on sent que l'Ukraine est passée dans un mode où elle essaye finalement de tenir en limitant ses pertes, en cédant le moins de terrain possible, mais surtout en limitant ses pertes, parce qu'il faut que son appareil militaire tienne.
Donc cette année 2026, pour l'instant, moi, je la vois comme ça, comme cette perpétuation d'une lutte où les deux lutteurs sont vraiment très empoignés, très usés, toujours soutenus. Il est possible du jour au lendemain que les choses changent brutalement par un accident qui serait de nature politique. Hein. C'est parfois comme ça que les guerres peuvent s'arrêter brutalement parce que l'un des deux dirigeants meurt, parce qu'il se passe quelque chose de très particulier. Mais sur le plan militaire, pour l'instant, on est plutôt dans un phénomène d'attrition et d'usure. On ne voit pas un des deux camps trouver une martingale pour sortir de cette attrition et écraser l'autre. Et donc, c'est plutôt cette espèce de match de l'épuisement et le gagnant sera celui qui tiendra 15 minutes de plus que l'autre. Voilà ce qu'on peut dire pour l'état de début 2026. Ouais, je crois que sur les 12 derniers mois, en fait, la Russie a perdu plus d'hommes que sur n'importe quelle autre séquence de 12 mois précédente. Ouais. Donc il y a Oui, vraiment. il y a des pertes très, très, très lourdes qui montrent que à la fois l'effort défensif ukrainien tient bon, notamment parce que l'Ukraine adapte ses tactiques. Les deux camps font une adaptation. Il ne faut pas du tout voir l'offensive russe comme une espèce de vague humaine un peu bête qui irait sur les défenses ukrainiennes. L'armée russe a beaucoup travaillé sur ses tactiques d'infanterie ces 2 dernières années, sur ses rapports avec l'aviation tactique, sur l'usage de bombes guidées pour essayer d'aplatir les défenses ukrainiennes, aussi sur les drones, notamment sur les drones philo-guidés par fibre optique. Et l'infanterie russe travaille ses tactiques d'infiltration. En face, l'Ukraine travaille beaucoup ses tactiques de drones pour essayer de substituer le plus de drones possible à l'infanterie et économiser ses hommes. Les deux camps font toujours usage beaucoup d'artillerie, de mortiers, de lance-grenades. Hein, tout ça, ça n'a pas disparu. Et donc, il y a vraiment cette adaptation mutuelle qui se poursuit et les Russes poussent partout. On sent qu'il y a vraiment un effort et une volonté d'essayer de terminer la prise du Donbass par la Russie en 2026. Pas certain qu'ils y arrivent. Mais en tout cas, voilà, cette tentative d'accélération russe, elle leur coûte extrêmement cher en hommes. Il y a des signaux faibles qui commencent à montrer qu'il y a des réticences dans la population russe maintenant, que les primes d'engagement ne suffisent plus, que même pour les parcours d'officiers qui sont traditionnellement un peu moins exposés, il y a moins de volontaires et les gens commencent à être un peu rétifs. Donc voilà, on arrive vraiment dans ce qui était la situation européenne en 1917, hein, c'est-à-dire au bout de plus de 3 ans de guerre, où vraiment on commence à être fatigué, usé, il y a des mutineries, il y a des pays qui commencent à craquer. C'était 1917. Bon, et puis certains l'ont surmonté comme la France, d'autres comme la Russie n'avaient pas réussi à surmonter cet épuisement. Voilà, là on en est là au moment où les sociétés dans leur ensemble peuvent craquer en fait. Ouais, là, en fait, la guerre a duré plus longtemps que la période entre l'invasion, on va dire, de l'Union soviétique par Hitler et finalement la chute de Berlin. Ça a déjà, il me Oui, semble. absolument. C'est à la fois important et ça ne l'est pas. C'est-à-dire que sur le plan tactique, ça n'est pas très important de savoir qu'une guerre dure plus qu'une autre. En revanche, pour le narratif de Vladimir Poutine, qui met toujours en avant cette victoire de la grande guerre patriotique contre le nazisme, effectivement, pour son narratif, c'est quand même pas très brillant parce qu'il fait bien moins que Staline il y a 80 ans contre le nazisme. Donc, il piétine, il avance pas. Donc là, il se défend en disant bah oui, mais moi je fais face à l'Occident global, alors qu'à l'époque les Américains n'étaient pas contre nous. Donc bon, les dictateurs s'en sortent toujours et transforment toujours même les pires défaites en victoire par leur narratif de propagande. Hein. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc même si demain la guerre s'arrête par un échec tonitruant de la Russie, Vladimir Poutine expliquera quand même qu'il a gagné parce que c'est comme ça que les dictatures fonctionnent. Mais effectivement, sur le plan du récit, c'est pas très glorieux, quoi. Et alors, au début de la guerre, on reprenait cet exemple du fiasco en Afghanistan en 1979, il me semble, où les Soviétiques avaient fini par se retirer, notamment parce qu'il y a eu assez de morts, beaucoup moins qu'aujourd'hui, et parce que les mamans des soldats s'étaient révoltées, avaient manifesté, et le pouvoir était sensible à cela, alors qu'on était encore loin de l'effondrement de Ouais. l'URSS. Comment ça a été possible et pourquoi ça ne l'est pas aujourd'hui, en fait? Comment ça se fait que Poutine, aujourd'hui, il arrive à aller à faire mieux de ce point de vue-là pour continuer la guerre que ce qui s'était passé à l'époque. Alors, parce que comparaison n'est pas raison et que fondamentalement, à la fois les deux conflits étaient très différents et les deux régimes politiques étaient très différents. Et on se dit souvent, l'URSS, c'était très idéologique finalement parce que c'était le communisme. Mais en fait, la façon collective de gouverner l'URSS, une fois que Staline a été mort, il y a eu beaucoup plus de prises de décisions très collectives Ouais, en c'était URSS. Alors souvent, collégial. on met en avant Khrouchtchev, Brejnev, mais le politburo était très collégial et il y avait une vraie rationalité de groupe là-dedans. Et par ailleurs,
le Politburo savait bien que ce conflit en Afghanistan n'était pas crucial, vital pour l'URSS. C'était un conflit très périphérique dans lequel l'URSS s'était engagé pour des raisons de soutien d'un régime frère, à une époque aussi de doctrine Brejnev, de pression maximale sur leur périphérie et d'essai d'extension de leur influence aussi dans les pays émergents. Et donc, à un moment, après avoir essayé très sincèrement et de manière extrêmement brutale d'aplatir la résistance afghane, il faut pas du tout comparer l'intervention occidentale en 2001 en Afghanistan et l'intervention soviétique. L'intervention soviétique, ça a été une boucherie. Ils ont aplati des milliers de villages, ils ont tué des centaines de milliers de personnes, des civils. Mais quand même, face à la résistance afghane, qui était au Pakistan, qui bénéficiait d'armes occidentales, le Politburo a compris que ça commençait à créer des tensions sociales fortes en URSS et que le jeu n'en valait pas la chandelle. En Ukraine, c'est différent. On a beau se dire la pratique du pouvoir par Vladimir Poutine est moins idéologique, en l'occurrence, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que on a, alors il y a une forme de collégialité quand même. C'est-à-dire que même si Vladimir Poutine est le dictateur, les siloviki autour de lui, c'est-à-dire les anciens des services de renseignement et de l'appareil bureaucratique qui ont réussi à remplacer les anciens oligarques des années 90, ils sont tout autour de lui. Les uns et les autres se tiennent avec des entités de sécurité différentes. Il y a plusieurs forces paramilitaires qui se neutralisent les unes les autres pour pas qu'il y ait de coup d'État. Poutine est à la tête de ça. Et pour Poutine, la question de l'Ukraine, il l'a écrit souvent, il l'a dit, elle est fondamentalement idéologique. Il voit ça comme une question de vie ou de mort de la puissance russe au XXe siècle, au XXIe siècle, pardon. Et donc, il ne renoncera pas, ou en tout cas, il ira jusqu'à des extrêmes extrêmement forts pour ne pas renoncer. Et il faut admettre que la capacité qu'a eu Poutine de manière extrêmement pragmatique de tenir la société russe, pour l'instant, a fonctionné très bien. Et elle peut se résumer par un torrent de propagande et d'échecs. Et le régime de Poutine a réussi à préserver le gros des grandes populations russes urbaines, parce que c'est dans les villes que les révolutions démarrent. C'est pas forcément juste pour faire plaisir à Moscou et à Saint-Pétersbourg, c'est parce que ce sont le cœur des zones où les gens éduqués, rassemblés pourraient se révolter. Ces populations ont été relativement préservées par la guerre. Le régime a été très bon aussi pour contourner les sanctions occidentales. Et là aussi, c'est une différence majeure par rapport à la guerre d'Afghanistan. À l'époque de la guerre d'Afghanistan, l'URSS a très peu de contact avec le reste du monde. Et même si c'était déjà une espèce de pétro-État qui exporte beaucoup de pétrole, l'URSS a peu de moyens d'assurer le confort de vie de sa population. Et ça a été une des raisons majeures de la révolte de la société soviétique. C'est que non seulement leurs fils mouraient en Afghanistan, mais en plus, il y avait de la queue dans les boucheries. Là, Poutine réussit à signer des chèques massivement à des populations pauvres en leur disant engagez-vous dans l'armée, même si un de vos enfants meurt, les autres bénéficieront de l'argent que je vais vous donner pour l'éducation. C'est ce que lui permet la rente pétrolière. Et par ailleurs, avec les contournements de sanctions, avec tous les pays qui veulent bien converser et commercer avec la Russie grâce à la mondialisation, eh bien les magasins russes sont raisonnablement bien achalandés et bien pleins. Et donc, voilà, le russe moyen, entre guillemets, voit encore pour l'instant de l'argent tomber dans sa poche. Les services sociaux se dégradent indéniablement, la vie quotidienne se dégrade en Russie, mais so far so good, c'est moins pire qu'à l'époque soviétique, et donc ça tient. Et encore une fois, j'en reviens à 2026, c'est vraiment un test de durée. Est-ce que l'économie russe peut tenir ce rythme comme ça, avec l'épuisement de devises, avec les sanctions qui s'accroissent sur le pétrole, sur la flotte fantôme, sur les pétroliers russes, les frappes ukrainiennes sur le système des raffineries et du système pétrogazier russe. Donc, tout ça met le pays en tension. Et c'est un vrai test de durée, mais encore une fois, l'Afghanistan, paradoxalement, l'URSS était beaucoup plus rationnel que les Poutine maintenant vis-à-vis de C'est l'Ukraine. intéressant. Et alors, moi, ce qui me sidère, c'est que, alors oui, une bonne partie de la population se fait laver le cerveau par les journaux télévisés, de propagande, etc. Mais il y a quand même Telegram, où là, on a les vidéos du front qui parviennent aux Russes, où on voit les Russes se faire massacrer, déchiqueter, de la chair à canon avec les drones. Et je veux dire, ça infuse pas quand même dans la population de voir ces images de Telegram, où là, vraiment, la réalité brute leur saute aux yeux? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, et moi je l'ai vu aussi chez quelques contacts que je pouvais avoir chez des Russes qui vivaient en Europe occidentale, quoi qu'on fasse,
il y a toujours une forme de réflexe patriotique qui naît des guerres. Et ce qu'on voit chez les blogueurs russes qui regardent Telegram, c'est une espèce de révolte contre l'inefficacité de l'armée russe, mais pas contre le principe de la Ouais, guerre elle-même. c'est vrai, C'est-à-dire c'est que vrai. là, on est vraiment, et la propagande du régime joue dessus, le rapport de la société russe à la violence aussi joue dessus beaucoup. C'est-à-dire Mm. qu'on est face à un pays qui structurellement n'a pas déconstruit l'idée que la guerre, c'est un bon moyen de régler certains problèmes. Et il y a quand même une litanie de guerres assez longue qui implique la société russe qui font que la guerre fait partie de la normalité des choses et il y a eu la Tchétchénie qui a été un bain de sang au Mm. bout duquel la Russie a fini par écraser, Ah niveler oui, Grozny et la Grozny, résistance tchétchène ouais. et la résistance tchétchène. Et il n'y avait plus rien à la fin, quoi. Mm. Avec vraiment et nous de notre côté, on a déconstruit durablement en Europe occidentale l'idée que la guerre c'était utile. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne toute forme d'organisation militaire, mais ça veut dire qu'on se dit que ça ne doit être qu'un objet défensif quand on n'a pas le choix. Alors que Mm. pour des sociétés comme la société russe, ça fait encore partie d'une forme de normalité inexorable des choses. Le réflexe patriotique est là et la grande majorité des Russes qui voient des échecs russes sur Telegram s'en désolent et attendent que le pouvoir se corrige. Et là, on voit en fait des rapports de la population au pouvoir qui, bien au-delà de l'époque soviétique, se rattachent à des réflexes de pouvoir de l'époque tsariste. Mais de la même Mm. façon que les modes de propagande du régime russe actuel empruntent au moins autant à l'époque soviétique qu'à l'Okhrana tsariste et aux méthodes de propagande tsariste de la fin du 19e siècle. Cette situation obsidionale dans laquelle le pouvoir russe considère qu'il est menacé par un Occident trop progressiste, elle émerge au 19e siècle, en gros avec le tournant des grandes révolutions de 1848, et cette idée que la Sainte Russie doit être préservée de trop de progressisme, que bon, il faut se moderniser matériellement, mais voilà, la société russe a été traversée de manière très conflictuelle au début du XXe siècle par ces idées. Est-ce que la modernité doit être une modernité matérialiste ou est-ce qu'il faut aussi une modernité des idées avec des rétroactions conservatrices très fortes et donc, dans la société russe actuelle, on voit ces rapports-là avec le pouvoir et notamment un espèce de réflexe qu'on appelait gentil tsar, méchant boyard. C'est-à-dire que ce côté que le bon peuple doit à un moment pouvoir se plaindre au Pachouska tsar, au petit père de la nation, des méchants boyards, des méchants aristocrates. Et Mm. Vladimir Poutine est extrêmement fort pour essayer d'avoir cette espèce de pantomime du lien direct du tsar Mm. avec sa population, où régulièrement il va châtier un mauvais dirigeant, un mauvais gouverneur, un mauvais ministre, un mauvais général, parce qu'il est le bon tsar qui est fondamentalement bon pour son peuple. Malheureusement, il n'y peut rien, il est cerné par les crétins. Hein. C'est un peu D'accord, toujours ouais. cette image du méchant génial, enfin en l'occurrence du Ouais. leader génial, cerné par les imbéciles. Mais de temps en temps, il a l'oreille qui permet d'entendre le peuple qui dit nous on vous aime, mais on est cerné aussi par les imbéciles. Donc par moment, il va châtier ça. Et c'est très puissant pour maintenir sa légitimité parce que finalement, il Mm. déporte les problèmes sur d'autres et il dit ben moi je suis parfait entre guillemets, c'est juste que je suis cerné par les imbéciles, dites-moi quand il y en a un, je le châtierai puis et tout ira bien. Et ça c'est Mm. vraiment des méthodes tsaristes. Et alors, très bien. Et alors, on n'en a pas encore parlé, mais est-ce que la capacité des Ukrainiens à fabriquer eux-mêmes des missiles de très longue portée et d'en fabriquer dans des volumes en fait qui vont commencer à être conséquents, plus le fait que toutes les dizaines d'avions de chasse qui leur ont été promis vont finir par être livrés, je crois, cette année, est-ce que ça, c'est pas de nature à changer quand même le cours des choses cette année? Alors, ça peut, mais il faut réaliser qu'une campagne de bombardement dans la profondeur, elle doit avoir une stratégie de moyens. Donc, il faut avoir des trucs à lancer, il faut des missiles ou des avions, mais une campagne, une action, une opération militaire, quelle qu'elle soit, les objets, les capacités, ça n'est qu'une toute petite partie du problème. En l'occurrence, frapper un pays dans la profondeur, alors, soit on a des missiles nucléaires et on aplatit tout, ok, et on se dit, ok, je vais vous Non, raser. Bon, mais ça, on n'a pas mais trop envie de le faire. tous les lieux Mais d'extraction du pétrole voilà. qui Mais sont si on a envie de se dire, on va frapper un pays pour le mettre à genoux, les il faut un raffineries, plan. Il faut un plan qui permette de se dire, qu'est-ce que je vais frapper, quand est-ce que je vais le frapper et où je vais le frapper pour que mes vecteurs passent, donc soit les drones, soit les missiles, soit les avions. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie de pénétration des défenses adverses, parce que la Russie reste un État qui est défendu sur le plan militaire. Et il faut
peut-être surtout une capacité de renseignement pour savoir quoi frapper. Parce que même si les raffineries sont sur la carte, et ça aide quand même, hein, quand on frappe un grand objet comme une raffinerie, on sait où elle est, il y a Google Maps, on sait à peu près où elle est. Il n'empêche que c'est quand même mieux si l'objet qui va frapper, il frappe le bon endroit dans la raffinerie, c'est-à-dire qu'on maximise les dommages en frappant l'endroit où ça sera le plus impactant pour la production et ou le plus difficile à réparer, et en même temps où ça sera le moins difficile de pénétrer la défense adverse. Et donc, derrière, il y a la question du renseignement et de ce qu'on appelle le plan de ciblage. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un tas de missiles et tant que l'Ukraine ne l'avait pas, elle essayait de frapper un petit peu pour surtout faire des coups politiques parce que quand on a peu de moyens de frappe, souvent on est tenté de faire des coups un peu flashy pour dire écoutez, regardez, j'arrive encore à faire des trucs parce qu'on sait qu'il n'y aura pas d'effet systémique. À partir du moment où on a suffisamment de vecteurs pour espérer faire un effet systémique sur l'autre, ça semble pouvoir être le cas pour l'Ukraine cette année. Il faut vraiment avoir un plan de ciblage et des renseignements et des données de ciblage extrêmement précises et mises à jour le plus en temps réel possible. C'est pas le tout d'avoir la raffinerie sur la carte. Ce qu'on voit avec les moyens de frappe ukrainiens, comme le drone Flamingo, par exemple, c'est que c'est des moyens qui emportent une très grosse ogive. Hein, c'est une tonne d'explos, c'est beaucoup plus que dans les missiles occidentaux, notamment parce que les Ukrainiens savent que leurs armes sont moins précises. Quand les armes sont moins précises, si en plus les données de ciblage sont peu précises, en fait, on risque de mettre beaucoup d'objets à côté de la cible. C'est quelque chose qui a été vu et connu dans beaucoup de campagnes de bombardement stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le Vietnam, enfin, chaque fois qu'on a eu des grosses campagnes de bombardement, jusqu'à la Première Guerre du Golfe, où les Occidentaux, en 91, avaient vraiment réussi à atteindre, surtout les États-Unis, un très haut niveau de renseignements, de mise à jour en temps réel, de capacité de pénétration adverse et d'armes précises qui vont frapper la bonne cible au bon moment à l'heure précise. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui reste une grande spécificité occidentale. On est particulièrement bon et ça fait très longtemps qu'on travaille sur cette approche où on collecte beaucoup de données. On en déduit quelles sont les bonnes cibles qui sont les plus impactantes pour le système adverse. Où et quand est-ce qu'il faut passer pour les atteindre et quelle cible et à quelle heure il faut frapper. Est-ce que le général machin sera dans son bunker à 14h30 ou à 16h17 parce que c'est à l'heure précise qu'il faut taper le bunker et par où est-ce qu'il faut passer pour atteindre ce bunker. Pour les raffineries, c'est un peu pareil. C'est mieux de la frapper quand la colonne de distillation va être pleine ou quand il y a un chargement de gaz qui est là. Enfin voilà, tout ça. On sait que l'Ukraine a fait des progrès aussi sur l'enseignement. On sait qu'elle est dépendante aussi de beaucoup de renseignements occidentaux et notamment américains. Donc voilà, je pense que l'Ukraine a une chance cette année d'obtenir des effets systémiques sur le système pétrolier russe, indéniablement, mais c'est pas une certitude. Voilà, je suis désolé, c'est un peu long comme réponse, mais, mais c'est vraiment pour dire qu'il suffit pas d'avoir des drones pour gagner, quoi. Et pour ce qui est des avions de chasse, pour la défense. Alors, pour l'instant, les avions de chasse qu'on livre à l'Ukraine sont essentiellement destinés à la défense aérienne du pays. Là, on est vraiment face à deux pays qui se frappent de plus en plus dans la profondeur et les Russes ont fait un effort industriel massif à la fois pour restaurer, maintenir et développer leur production de missiles classiques, j'ai envie de dire, hein, des missiles de croisière et des missiles balistiques, et aussi en important d'Iran d'abord, puis en construisant chez eux des usines de drones Geran qu'ils n'ont pas arrêté donc c'est la copie russe du Shahed, qu'ils n'ont pas arrêté de perfectionner pour avoir aussi une masse très peu coûteuse de drones à envoyer sur l'Ukraine. C'est quand même des gros drones qui font 3 mètres de taille. Et donc, cette frappe dans la profondeur russe, elle entame un système de défense ukrainien qui reste très puissant. Et c'est la première guerre de l'ère moderne, c'est-à-dire de l'ère du missile, où il y a un danger de tomber à court de missiles parce que les frappes dans la profondeur russe sont alimentées par des drones et aussi par beaucoup de missiles, que le cœur de la défense antiaérienne ukrainienne était constitué par des missiles de l'ère soviétique qui sont plus produits en Ukraine, qu'on ne peut pas acheter parce que c'est la Russie qui les produit ou qui les produisait. Et donc, il y avait un vrai danger que les Ukrainiens tombent à court de missiles. Et c'est un segment pour lequel les Occidentaux ont fourni beaucoup de missiles. Alors, on a beaucoup parlé des Patriotes, mais il y a aussi des NASAM, il y a des Crotal, il y a des Mistral. Enfin, voilà, tous les Occidentaux ont fourni à peu près tout ce qu'ils avaient comme missiles, même les vieux systèmes Hawk de la guerre froide. Les Ukrainiens ont été très très bons pour les intégrer entre eux, c'est-à-dire les faire dialoguer entre eux avec les radars, avec les avions de guerre aériens occidentaux quand on leur file un peu de données, avec leur poste de commandement. Et donc ils ont un très bon système, mais simplement à un moment il faut des missiles à mettre dedans et des missiles sol-air, donc qui partent du sol vers les airs. On n'en produit pas tant que ça
en Occident et pas suffisamment par rapport à ce que la Russie réussit à produire comme missiles et en plus comme drones. Et donc, il y a deux pistes principales pour faire face à cette menace de tomber à court. Il y a d'une part la production de drones intercepteurs de drones en Ukraine et dans certains pays occidentaux et avec l'aide de certains pays occidentaux. Donc ça, il y a un gros effort en Ukraine avec l'aide du commandement de la transformation de l'OTAN aussi, qui aide sur ce sujet, avec des pays comme la Norvège, comme la France, qui sont très impliqués, ou comme l'Allemagne, qui sont impliqués dans des prototypes de drones, intercepteurs de drones, pour réussir finalement à intercepter ces objets à 100 000 $ avec un drone à 10 000 $ et pas avec un missile à 2 millions de dollars, hein, parce que c'est à peu près de ces ordres de grandeur dont on parle. Et puis, j'ai envie de dire, pour le haut du spectre, c'est-à-dire pour les missiles balistiques et pour les missiles de croisière qu'on ne peut pas intercepter par des drones, l'accélération de la livraison des avions de chasse, ça permet aussi de remplacer la pénurie de missiles sol-air par des avions qui, eux, ont des missiles air-air, donc qui sont lancés par un avion et qui vont intercepter le missile. Et pour le coup, comme le cœur de la défense aérienne occidentale, c'est les avions de chasse, des missiles air-air, on en a plein. Et on a y compris des vieux stocks. Et ce qu'on a vu, c'est que quand la France livre des vieux Mirage 2000 avec des vieux missiles Magic, ils marchent très bien encore, même contre des missiles modernes. Et donc, voilà, ça fait partie des pistes que les Occidentaux. Et donc, il y a eu quelques bombardements par des chasseurs occidentaux livrés à l'Ukraine, mais en gros, c'est à 10 à 20% des missions, 80% du job qui est fait par les avions occidentaux, c'est de la chasse, c'est du combat contre pour défendre le ciel ukrainien, principalement contre des missiles. Et un dernier point sur ce sujet, les pilotes qu'on forme pour ces avions de chasse occidentaux, dans leur grande majorité, c'est des nouveaux pilotes, parce que l'Ukraine a non seulement une pénurie d'avions, mais aussi une pénurie de pilotes. Et un pilote, il est d'abord formé sur comment voler, ensuite il est formé sur comment voler sur un avion à réaction, ensuite il est transformé pour voler sur l'avion de chasse qu'on lui donne, et après il faut le former mission par mission. Et les missions d'interception, de défense sont les plus simples, entre guillemets. Ça reste d'une complexité qui est vraiment redoutable, mais ça reste une mission qu'on fait au-dessus de chez soi, dans sa propre défense aérienne, pour intercepter un truc qui arrive sur nous. C'est moins compliqué, moins complexe que de gérer un raid pour aller frapper la Russie dans sa profondeur, où là, il faut voler très bas, se coordonner avec d'autres forces pour essayer de supprimer les défenses adverses, passer sous les radars, passer sous les missiles. Et donc, c'est aussi, ça reflète l'état de l'avancement de la force aérienne ukrainienne à un moment qui, pour l'instant, a surtout à la fois besoin et les capacités de défendre son ciel plus que d'aller frapper la Russie. Et ça, effectivement, c'est plutôt le job des drones et des missiles et des trucs comme le Flamingo. Voilà. Allô? Allô, allô? On est coupé? Allô? Ah, Spontané, ouais. mais tu peux reprendre. En fait, ça a Ouais, coupé, j'avais à peu près fini. Je ne sais pas jusqu'où tu as pu enregistrer. non, c'est bon, ça continue. Et donc, Ok. ah oui, une question que j'avais, est-ce que le pont de Kerch, qui avait été inauguré en grande pompe par Vladimir Poutine, qui relie l'Ukraine à la Russie continentale, est-ce que ça reste un objectif ou finalement c'est plus aussi important qu'avant C'est beaucoup moins important parce que en fait, le pont de Kerch avait un gros avantage, c'est qu'il ravitaillait la Crimée par voie ferrée, notamment. Hein, et dans la logistique au sol, pour les gros volumes, le camion, ça marche bien, mais le train, ça marche très bien pour les très gros volumes de carburant, de munitions. Et l'armée russe a une logistique qui est très ferroviaire parce que c'est un très grand pays. C'est quand même plus simple de faire de la logistique à plusieurs milliers de kilomètres par des trains. Et il n'y avait pas de voie ferrée, physiquement, globalement, entre Rostov et la Crimée qui passait par le continent. Donc, c'est ce pont de Kerch, qui était aussi fait pour ravitailler la Crimée qui avait été prise à l'Ukraine en 2014, il avait sens. Maintenant, la Russie a ouvert des axes de voies ferrées et de routes euh, par la voie continentale, par Rostov plus au nord. Et par ailleurs, la Crimée est un peu moins importante dans le dispositif russe qu'elle ne l'était au début de la guerre. Et donc tout ça fait que le pont de Kerch, il a une valeur symbolique. Il est
très bien défendu, notamment contre les drones navals, parce qu'on sent bien que c'était une des Ouais. principales menaces que les Ukrainiens pouvaient faire peser. Et par ailleurs, militairement, faire sauter un grand pont, c'est assez difficile. Parce Ouais. que globalement, si on veut vraiment détruire le pont, ce qu'il faut taper, c'est les piliers. Hein, Ouais. un pont, c'est des piliers et Et c'est un tablier. Le et c'est tablier, massif. si on le fait sauter, bon, on peut le réparer, c'est pas si grave que ça. Les piles du pont, si elles tombent, là, le pont, il est Ouais. foutu. Et par contre, une pile de pont, ben déjà, c'est pas très large. Donc, il faut des armes extrêmement précises. Ensuite, c'est souvent du béton armé précontraint extrêmement solide. Et donc, il faut des armes qui sont très puissantes. Et on n'a pas tellement d'armes capables de détruire des piles de pont de manière un peu certaine. Et comme le pont est bien défendu, ça serait probablement du Hmm. gaspillage d'armes de précision que de D'accord. trop Ah, matraquer ce intéressant. pont. Ouais. Voilà. Donc, D'accord. tout C'est ça fait que intéressant. dans la balance coût-bénéfice, encore une fois, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on a les Hmm. armes pour le faire? Est-ce que les armes ne seraient pas mieux utilisées ailleurs? Voilà, c'est pas Hmm. forcément très intéressant de détruire le pont de Kerch. Ouais. Et moi, je trouve qu'un changement aussi qui est frappant, c'est l'attitude de la Chine. Je crois que la Chine, maintenant, assez ouvertement, contribue à l'effort de guerre, fournit du matériel électronique. On n'en était pas sûr avant, mais depuis 2025, on en est certain. Ils le fournissent. Ils ont laissé certains de leurs bateaux racler les fonds dans la Baltique. Il y a eu des câbles sectionnés. Donc, on soupçonne que ce sont les Chinois. On est même à peu près sûr que ce soit les Chinois. Donc là, je veux dire, il y a une hostilité marquante de la part de la Chine pour nous, Européens. Et j'ai pas entendu trop de réactions. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que la Chine recherche dans cette histoire, sachant qu'ils font énormément de commerce avec nous, ils ont quand même besoin de nous en tant que marché. Bon, là, ça commence à dépasser les bornes d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce qu'ils recherchent? Je sais qu'ils en profitent pour extorquer du pétrole à la Russie à très bas prix. On parle même d'une possibilité que la Chine envahisse la Sibérie en cas d'effondrement de la Russie. La Chine semble mener un double jeu. Comment tu vois leur attitude dans toute cette histoire? Alors, je pense qu'il n'y a pas de double jeu. Tout simplement, cette guerre est une opportunité absolument colossale pour Pékin. L'attitude chinoise en 2022 est très prudente parce que la Chine est historiquement assez réticente à l'idée de violer les frontières d'un État souverain, que le régime chinois n'était pas très empressé de voir une déstabilisation mondiale. Donc les premiers mois, les Chinois sont très dans la temporisation, ils n'ont pas envie qu'il y ait des escalades délétères. Et assez rapidement, ils se rendent compte que la Russie va échouer s'ils ne l'aident pas et que c'est une opportunité considérable pour eux de prendre un ascendant définitif dans la relation entre la Chine et la Russie. Et ce soutien chinois ne va faire que se renforcer, aussi très clairement par opportunisme économique, Oui. mais aussi dans la compréhension chinoise que ce conflit est une occasion en or d'affaiblir les Occidentaux. Et ça marche extrêmement bien. Et la Chine gagne sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'au stade où nous en sommes, nous, de notre dépendance industrielle et commerciale vis-à-vis de la Chine, on ne peut pas, entre guillemets, se fâcher contre Pékin. C'est-à-dire que les marges de manœuvre occidentales et notamment européennes vis-à-vis de la Chine sont extrêmement faibles. On s'est mis dans la main de la Chine pour la production de à peu près tout. Mm. Et donc, quand on s'est mis dans la main de quelqu'un pour la production d'à peu près tout, c'est compliqué du jour au lendemain de claquer la porte et de dire écoutez, on va vivre sans vous. Ouais, mais Difficile. moins que les Américains, de ce point de vue-là. Moins que les Américains. Les Américains Ça dépend apportent. sur quel segment, en fait. Ça dépend sur quel segment. Et par ailleurs, la Chine, effectivement, va bénéficier de contrats pétroliers et gaziers très favorables parce que les Russes ont un impérieux besoin d'acheter des choses et de vendre leur pétrole, soit directement, soit par contournement. Pékin sait que la Chine ne peut pas être sanctionnée massivement par les Européens, ça serait trop compliqué, trop coûteux pour nous. Et effectivement, les Chinois ont considérablement augmenté leur assistance à la Russie. On le sait depuis plus d'un an. Alors effectivement, ça commence à se voir, mais dans les cercles un peu plus fermés ou sur des groupes de renseignements en source ouverte sur Internet, les Ozinters documentent depuis plus d'un an, et il y a des ONG qui travaillent dessus, sur le nombre croissant de pièces chinoises qu'on trouve, de machines-outils chinoises qu'on trouve en Russie, de production chinoise. Pour l'instant, la Chine ne semble pas fournir directement des armes, mais on sait que la Chine a sans doute participé à l'accord pour que les Coréens, Ouais, les Corée du Nord. Nord-Coréens vident leur stock d'armes en faveur de la Russie. Et puis, on sait Mm. que la Chine produit énormément de pièces détachées qui partent en Russie. Si aujourd'hui les trains russes tournent, c'est parce que la Chine fournit tout ce qui est coussinet, train de roulement pour les wagons russes,
pour les trains de roulement des wagons, alors qu'avant c'était les Scandinaves qui le faisaient. Ils fournissent des machines-outils pour les usines d'armement russes, alors qu'avant c'était les Européens qui le faisaient. Ils fournissent des ébauches sans doute de tubes d'artillerie, probablement. Alors on ne sait pas trop exactement si c'est que les Nord-Coréens ou si les Chinois en passent, ou si la Chine passe des pièces à la Corée du Nord qui les réexporte à la Russie. Il y a des schémas qui sont encore un peu opaques, mais très clairement, on sent que la Chine fera tout pour maintenir la Russie dans la guerre, parce que d'abord, une défaite de son principal allié n'est pas dans son intérêt, c'est-à-dire que l'effondrement du régime russe n'est pas dans son intérêt, la défaite en race campagne n'est pas dans son intérêt. La division du camp occidental qu'induit ce conflit est une opportunité en or pour fracturer l'unité entre les Occidentaux. Et il faut se rappeler quelle était la situation sécuritaire dans le monde et les obsessions sécuritaires en 2020-2021. À l'époque, tout le monde ne parle que de l'Indo-Pacifique. Et les Américains sont dans une dynamique où ils essayent de monter, alors avec le Quad, et de plus en plus en essayant de tirer les Européens par la manche, de monter une coalition mondiale contre la Chine. Et en 2019, 2020, 2021, il y a des démarches américaines qui, globalement, vont vers les Européens sur le mode, écoutez, on est là depuis 70 ans pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? On est fournisseur de sécurité à l'Europe, mais le jour où on sera en guerre contre la Chine, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous serez là pour nous? Et donc, les Chinois voyaient bien monter ce risque de front occidental contre eux, qui était encore assez lointain, mais quand même qui était un risque. Et là, le fait que Trump soit là, que les Américains soient divisés sur le conflit en Ukraine, que les Européens soient naturellement absorbés par ce conflit en Ukraine, bah, plus personne en Europe ne peut prioriser l'Indo-Pacifique, très clairement, parce que les Européens n'ont pas les moyens d'être partout et encore moins d'être à 20 000 km de chez eux. Et donc, le risque de présence européenne en Asie disparaît, tout bénéfice pour Pékin. Les Européens vont se ruiner dans un réarmement qui sera tourné vers la menace russe, donc avec beaucoup de composantes terrestres, tout bénéfice pour eux, avec beaucoup d'infrastructures militaires en Europe, tout bénéfice pour la Chine. Ils continuent d'acheter à la Chine parce que quand on se réarme massivement, on ne peut pas non plus se réindustrialiser et se sevrer de certaines dépendances industrielles. Et donc tout ça fait qu'en fait, l'attitude chinoise est une attitude d'opportuniste. Hein. Ils ont presque rien à perdre tant qu'ils ont un jeu assez raisonnable, tout à gagner. Cette histoire de Sibérie, c'est un sujet de long terme aussi pour eux. Il n'y a probablement pas de risque d'une invasion militaire chinoise tant que le régime russe actuel est là. En revanche, très clairement, la Chine continue cette espèce de colonisation rampante par ses populations de l'Asie, de l'extrême-orient russe. Voilà, c'est une espèce de grand remplacement, pour le coup, bien réel, parce que la démographie russe dans cette région est très faible. Les Chinois sont de plus en plus nombreux. Pour l'instant, ils respectent la souveraineté russe. Historiquement, on sait aussi que la Russie était extrêmement sensible à un risque de retour chinois militaire dans ces régions. Il faut se rappeler qu'il y a eu une quasi-guerre qui a fait des milliers de morts en 1969 entre l'URSS et la Chine, avec des démonstrations extrêmement fortes. À l'époque, l'URSS avait envoyé ses matériels les plus modernes, ses chars T-62, ses lance-roquettes BM-21, qui à l'époque étaient l'état de l'art. Il y a eu des milliers de morts. Avec Mais ils n'ont pas des demandé aux signalements Américains stratégiques nucléaires. s'ils pouvaient. Ils n'ont pas demandé aux Américains s'ils pouvaient envoyer la bombe atomique. Et les Américains ont dit non. Alors, À ce non, moment-là. ça fait partie des légendes qui ont été entretenues par Kissinger et par la Chine, où on a dit ah mais les soviétiques allaient frapper la Chine en 1969 et c'est les Américains qui leur ont dit non non parce que nous on vous frappera. Il n'y a rien dans les archives américaines qui le montre en fait. Les Américains avaient mis en alerte leurs forces régionales. C'est normal, il y avait une quasi-guerre entre l'URSS et la Chine. C'est normal que les forces américaines dans la région soient en alerte. Mais en dehors de ça, il n'y a eu aucune modification de la posture nucléaire américaine qui aurait accompagné ça. Et les échanges qui ont été déclassifiés entre l'ambassadeur soviétique et les chargés d'affaires américains sur ces questions, parce que les soviétiques ont dit comment est-ce que vous réagiriez si on frappait la Chine, les Américains, et ce qu'ils ont répondu, c'est ça serait très 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 préoccupant. Ouais. Mais ils leur ont pas dit on vous frappera si vous le faites. Absolument pas. Simplement, pour l'amélioration des relations sino-américaines, c'était une belle légende à construire du Washington à sauver Pékin. En fait, dans la séquence qui avait eu lieu à l'époque, très clairement, les soviétiques ont eu la main. Et ils ont, par des pressions, réussi à casser ce qui était la logique maoïste de ce qu'on appelait la dissuasion par les masses. C'est-à-dire que Mao, au début, ne croyait pas vraiment à la dissuasion nucléaire pour la Chine. Il s'est lancé dans la bombe atomique pour des raisons assez statutaires. Les grandes puissances l'ont, il faut qu'on l'ait. Mais Mao disait, de toute façon, l'arme nucléaire, c'est du statutaire. En vrai, même si vous tuez 200 millions de Chinois, il en restera 700 millions pour
pour vous vaincre. Et le brinkmanship nucléaire soviétique, il est très adroit parce que les soviétiques se sont vraiment demandé est-ce qu'on peut casser le programme nucléaire chinois par des bombardements? Non, sauf par des bombardements nucléaires. Bon, réfléchissons-y. Les soviétiques ont fait passer le mot à des partis communistes amis qui étaient infiltrés par des maoïstes en toute connaissance de cause pour dire à Pékin, ça devient réel. Et face aux objections maoïstes de dire, de toute façon, vous n'allez pas tuer 100 millions de Chinois et ça serait une guerre terrible, ce que le Politburo soviétique a dit, et je reviens à cette collégialité rationnelle, ce que le Politburo soviétique a suggéré à ses contacts, c'est, vous savez, on peut peut-être pas tuer 100 millions de Chinois, et d'ailleurs on veut pas, mais on pourrait très bien décapiter le Parti communiste chinois. Mao et tous ses potes pourraient mourir. Et en fait, il y a une espèce de panique qui a abouti à la dispersion du Politburo chinois, à la seule mise en alerte connue des forces nucléaires chinoises à ce jour. Et à un moment, les Chinois se sont dit, OK, il faut qu'on arrête nos provocations, on va négocier avec les Soviétiques. Et en fait, les Soviétiques ont fait reculer les Chinois dans la crise de 69 par une fermeté conventionnelle et par un brinkmanship nucléaire assez bien dosé. Donc, alors après, effectivement, les Américains ont profité de cette rupture radicale sino-soviétique pour dire, bah nous, on va. Mais non, les Américains n'ont pas sauvé Pékin en 1969. D'accord. Et quelque chose qu'on connaît mal, on parle souvent du siècle de l'humiliation pour les Chinois, au niveau économique, avec l'opium, etc. Mais en fait, d'un point de vue territorial, ce sont les Russes, encore une fois, qui ont plus empiété sur le territoire chinois. La Mongolie, en fait, c'est une construction finalement assez récente, enfin, que les Soviétiques ont imposée aux Chinois à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, les Chinois ont beaucoup de raisons d'en vouloir aux Russes, en réalité. Je pense qu'ils ont encore une dent contre eux, ça me paraissait évident. Là, sur ces questions du siècle de l'humiliation et de la Chine, il y a vraiment une instrumentalisation de l'histoire par le Parti communiste chinois qui est assez préoccupante parce que la population chinoise est en train d'être intoxiquée par les éléments de langage du Parti communiste chinois et d'y croire, en fait, ce qui est assez problématique. Alors, ça nous arrive aussi en Occident de nous intoxiquer avec nos propres éléments de langage, mais ce qu'on appelle le siècle de l'humiliation, c'est qu'effectivement, les Européens, et les Russes en font partie, vont obtenir des concessions territoriales contre la Chine, deuxième moitié du 19e siècle. Mais dans un contexte où la Chine est en proie à des révoltes colossales, à des problèmes internes énormes, à des dissensions terribles. Et en fait, la propagande officielle gomme complètement ces difficultés internes et attribue la responsabilité du malaise chinois, disons, de la moitié du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle, c'est les Occidentaux qui sont responsables de tout. Et il ne s'agit pas du tout de nier les responsabilités occidentales. Hein. Les Français et les Britanniques se sont conduits comme des charognards, on a pillé le palais d'été. Enfin, vraiment, on a eu une attitude coloniale absolument scandaleuse et dégueulasse et injustifiable, mais qui a profité d'énormes problèmes chinois. Parce qu'il y a très très peu de Britanniques et de Français qui sont engagés contre la Chine. Il y a très peu de Russes en Extrême-Orient. Face à un État qui aurait été fort et en pleine santé, on n'aurait rien fait, très clairement. Bien sûr. On a profité du fait que l'État chinois était faible et qu'il nous a consenti des miettes sur ses marges, en tout cas pour les Français et les Britanniques, parce que les concessions initiales, Hong Kong, ça reste une miette sur le territoire chinois. Les concessions initiales, c'est des humiliations, c'est du colonialisme, c'est inqualifiable, c'est pas grand-chose. Et donc les Chinois cèdent parce qu'ils ont des problèmes internes impérieux. Et le danger finalement de cette vision un peu à œillère de leur propre histoire par la Chine, encore une fois, sans diminuer nos responsabilités, c'est qu'ils ont du mal à voir que c'est parce qu'ils avaient des problèmes internes qu'ils se sont aussi retrouvés dans cette situation de faiblesse. Et sur le long terme, construire uniquement du revanchisme sans accepter qu'il y a eu des problèmes chez eux, c'est dangereux pour leur propre avenir. Parce que finalement, dès que ça ira mal, le réflexe, ça sera de se dire c'est de la faute de l'autre. Il n'y a pas de problème chez nous. Et donc, voilà. Après, une fois qu'on a dit tout ça, tu as raison, le gros des concessions territoriales en mètres carrés de land grabbing a été fait par la Russie, très clairement, par rapport à ce qui était des revendications chinoises et une souveraineté chinoise qui n'était pas très bien établie, parce que c'est une époque aussi où la souveraineté des uns et des autres sur les grands territoires d'Asie n'est pas très bien affirmée au nord de la Mongolie, tout ça est très théorique. Xinjiang, Mongolie, voilà. Et donc, effectivement, les Russes sont arrivés et ils ont été extrêmement prédateurs et humiliants. Et ça a fait partie d'ailleurs des vieilles raisons de rupture, c'est-à-dire que les maoïstes ont repris
à leur compte les revendications nationalistes de l'époque de Chiang Kai-shek pour dire les traités avec la Russie font partie des traités inégaux. Ça a été des négociations extrêmement dures avec Staline qui ont pesé. Les Chinois ont fini par céder de manière un peu symbolique pour avoir l'aide de l'URSS dans leur programme nucléaire. Ils ont mis leur poing dans leur poche, mais on sent que les dirigeants chinois n'ont pas apprécié ça. Ça a fait partie des raisons pour lesquelles il y a eu les provocations de 69 à Tsenbao sur des actions assez violentes sur les gardes frontières soviétiques. Il y a eu ce conflit de 69 qui s'est réglé. Après la guerre froide, la Chine n'était pas en position de force et puis c'était l'ère Deng Xiaoping du on avance caché, on fait les bons Chinois, on n'affirme pas notre puissance parce que ce qui compte c'est le développement. Donc ils n'ont pas touché à ces frontières-là. Il y a une relation avec la Russie qui est ce qu'elle est aujourd'hui. La Russie a toujours dit qu'elle défendrait l'Extrême-Orient mètre carré par mètre carré. De manière intéressante, les plans de seuil nucléaire qui ont fuité par le Financial Times il y a 2-3 ans, c'était des plans de quels sont les seuils nucléaires russes en Extrême-Orient. Si on perd tant de bateaux, tant de régiments, voilà dans quelle situation la Russie pourrait escalader au nucléaire, sous-entendu contre la Chine. Et donc, voilà, tout ça fait qu'il y a cette fermeté historique russe vis-à-vis de la Sibérie, mais qui devient de moins en moins adossée à des moyens. La dernière carte qui reste, c'est on peut utiliser l'arme nucléaire. La dissuasion chinoise nucléaire était historiquement extrêmement faible. Elle ne l'est plus. Et jusque dans les années 2010, disons, la dissuasion chinoise est très statutaire. Elle est, son alerte est pas très avancée. Ils ont des missiles anciens. Elles sont là pour dire on a l'arme nucléaire. Ils ont que 200 têtes qui sont pas très crédibles. Il y a un vrai effort capacitaire colossal qui est fait là. Ils sont probablement sur une trajectoire 1000 têtes nucléaires avec une modernisation tous azimuts des missiles, des sous-marins, des avions. Et donc tout ça fait qu'effectivement la position de la Russie en Sibérie s'érode et on a ce discours chinois qui monte et qui dit nous avons été spoliés par les uns et les autres, alors qui est surtout pour l'instant tourné vers les Occidentaux, qu'on met de côté parce que les Russes sont les grands amis, entre guillemets, mais très clairement, si demain le régime russe s'effondre, c'est le cas où on pourrait voir la Chine surgir en Extrême-Orient sur le mode, nous, on va sécuriser l'Extrême-Orient russe parce que c'est en plein chaos, on va sécuriser les armes nucléaires russes, on va tout sécuriser. Et effectivement, on pourrait voir la Chine s'installer d'un coup sur la Sibérie. C'est à peu près le seul scénario qu'on a pour l'instant. Non, c'est assez incroyable. Et avant de basculer sur le théâtre atlantique, à ton avis, pourquoi Prigojine, il a renoncé alors que ça remontada? Parce qu'il savait que ce serait un homme mort, en fait. Et pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout, à ton avis? Alors, il y a énormément de zones d'ombre encore sur cette affaire. Sur cet épisode où on était en plein dans cette séquence dont je parlais, gentil tsar, méchant boyard. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur avec Prigojine qui jouait un peu du oui, mais moi, ce que je veux, c'est parler à Vladimir parce qu'il est cerné par les imbéciles, etc. Donc, il y avait un jeu pas très net. Probablement que Prigojine s'est dit j'aurai des alliés. Il y a des Siloviki qui vont se lever. Vraisemblablement, Poutine a réussi à faire comprendre aux uns et aux autres que c'était dans l'intérêt de personne de soutenir Prigojine, très clairement. Et visiblement, Prigojine a pu penser qu'il allait pouvoir négocier, s'en sortir, ne pas perdre Wagner aussi, qui était l'élément de son pouvoir, tous ces petits gars derrière. Alors, c'était un type incroyablement brutal qui tuait les gens à coups de maillet, mais il a probablement voulu préserver à un moment cet objet Wagner. Il s'est dit bon, mais ok, ça va pas le faire, j'ai pas de soutien, je dois pouvoir négocier quand même une espèce d'exfiltration peut-être vers l'Afrique ou vers l'Asie centrale. Et très clairement, il s'est fait piéger par Poutine. Voilà. Il l'a endormi. Mais il y a énormément de zones d'ombre encore sur cette séquence. Je ne sais pas si un jour on aura le fin mot de l'histoire. C'était une journée incroyable, cette remontée. Alors, donc, on peut basculer sur le théâtre atlantique. Dans ta tribune passionnante sur le grand continent, tu expliques alors qu'on est obnubilé par la menace terrestre à l'est donc de l'Europe occidentale, les Pays-Bas, la Pologne, etc. Il y a une autre menace bien plus sournoise qui réside dans les eaux, dans les profondeurs de l'Atlantique, où la Russie, avec seulement une poignée de sous-marins, pourrait semer le chaos, pourrait venir interrompre le commerce atlantique qui repose sur la confiance de toutes sortes d'acteurs et notamment des assureurs. Alors, je vais juste lire un petit passage que je trouve très, très parlant. Tu expliques
En quelques heures, des dizaines de planeurs pélagiques, ces drones sous-marins qui dérivent juste sous la surface de l'océan, prépositionnés en mer du Nord, convergent vers les champs éoliens britanniques, néerlandais et allemands. Les sous-stations situées sur le fond marin, à moins de 50 mètres sous la surface, sont détruites une à une. Une panne électrique gigantesque frappe le Royaume-Uni, privant des millions de foyers d'électricité, alors que le pays est déconnecté en urgence du reste du réseau européen pour tenter d'éviter un effet domino sur l'Europe continentale. Au même moment, devant Hambourg, plusieurs de ces mêmes planeurs détruisent un porte-container. Quelques heures plus tard, au milieu de l'Atlantique, un pétrolier encaisse 3 torpilles lourdes lancées par un sous-marin non identifié et coule en quelques heures. La panique s'empare immédiatement des marchés financiers et des assureurs maritimes. Face à la combinaison de forces sous-marines russes anciennes, mais encore nombreuses et aguerries, et compte tenu des potentialités fortes ouvertes par le développement de ces drones sous-marins dans toute la colonne d'eau, du planeur pélagique au rover de fond, nous ne disposons pas en Europe de la capacité de faire face à une nouvelle bataille de l'Atlantique sans le soutien américain, sur lequel nous ne pourrons peut-être pas compter. Donc tu vois, là, tu viens jeter de la clarté sur cette menace, effectivement, dont on ne parle pas, et où, parce qu'on peut se dissimuler dans ces profondeurs, on peut effectivement, juste avec très peu de moyens, venir ébranler ce château de cartes qui est ce commerce atlantique sur lequel repose toute notre prospérité. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et en fait, quels sont les moyens finalement d'y répondre, de se positionner par rapport à ça? Alors, il y a la convergence de trois facteurs en ce moment. D'abord, il y a effectivement cette vulnérabilité historiquement inédite de l'Europe face à l'interruption du commerce maritime. Il faut rappeler aux gens que j'en ai parlé récemment à la radio suisse et j'avais trouvé cette image qui est assez parlante. Globalement, chaque famille européenne a besoin tous les ans d'un conteneur de transport maritime. Donc, ça fait ces grandes boîtes là qu'on voit sur les camions. Chaque famille a besoin d'une boîte tous les ans. Donc, c'est absolument considérable en termes de ce que ça peut représenter comme volume de transport maritime. Il y a à peu près 400 millions d'Européens, on a besoin de 100 millions de boîtes par an. Voilà. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Et en Europe, globalement, comme on exploite presque plus de mines et qu'on a à peu près consommé tout ce qu'on avait comme ressources minières, en Europe, il nous reste des terres agricoles, c'est pas si mal, du bois et des cailloux. Tout le reste vient d'ailleurs. Et en plus, on exporte pas mal ailleurs. Et 80% de nos exportations, voire plus, passent par le transport maritime, parce que ça reste le seul moyen de générer des flux massifs à grande distance pour pas cher. Et ce transport maritime, au XXIe siècle, c'est une industrie de flux, c'est-à-dire qu'on a tous de moins en moins de stocks. Donc, si un bateau n'arrive pas, c'est très embêtant. Si 10 bateaux n'arrivent pas, c'est très, très, très embêtant, parce qu'on n'a pas de stock. Et c'est une industrie qui est très apatride, parce que pendant les guerres mondiales, le Royaume-Uni a une marine marchande qui bat le pavillon du Royaume-Uni. La Norvège a sa marine marchande, la France a sa marine marchande. Quand une guerre arrive, on réquisitionne le pavillon marchand national et on dit aux gens, quoi qu'il en coûte, et même s'il y a des sous-marins partout, vous allez passer du Canada jusqu'en Europe en transportant ce qu'on vous dira de transporter parce que vous nous appartenez. Enfin, vous êtes nos nationaux, donc vous êtes mobilisés comme les autres. Aujourd'hui, le transport maritime, c'est des armateurs qui sont souvent européens, des chantiers navals qui sont tous en Asie, des banques qui ne sont pas forcément du même pays que l'armateur, des pavillons de complaisance, c'est-à-dire la nationalité du bateau, elle est dans des pays émergents, souvent, alors c'est le Panama, c'est d'autres petits pays, des fois c'est le Gabon, des fois c'est voilà. Parce que ça nous arrange en termes de réglementation. Et la conséquence, et en plus, c'est une industrie de flux qui a besoin des marchés financiers pour se financer, pour financer ses bateaux, pour assurer ses bateaux. Donc, quand on dit l'industrie financière, c'est les banques qui font les prêts, qui font les garanties internationales, et c'est les assureurs qui assurent tout ça, et les réassureurs qui réassurent tout ça. Et au début de la guerre d'Ukraine, en février 2022, on a vu la sensibilité de ce transport maritime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Russes ont mis 1 ou 2 missiles sur des navires marchands et que les Ukrainiens ont dit attention, nous, pour qu'il n'y ait pas de débarquement, on a mouillé des mines en mer Noire, instantanément, en 24 heures, tous les navires marchands qu'ils pouvaient ont déserté la mer Noire. Il n'y a pas eu de blocus déclaré, il n'y a pas eu de campagne sous-marine. Personne n'a dit partez, le transport maritime privé a déserté cette mer Noire. Et il a fallu des trésors d'énergie de la part de l'Ukraine pour sécuriser une route militaire, négocier avec les assureurs, prendre en charge une partie de l'assurance pour que certains armateurs arrivent à revenir. Après avoir eu les négociations sur l'accord des grains, l'Ukraine a rouvert la mer Noire par la force, mais ça a été extrêmement dur de redonner de la confiance aux transporteurs juste pour un tout petit truc. Et par ailleurs, il n'y a pas que l'Europe dans le monde, et aujourd'hui, la flotte marchande mondiale, elle pourrait avoir des opportunités un peu partout.
Donc ça, c'est le premier facteur qui est la vulnérabilité européenne au transport maritime. Ensuite, il y a le phénomène de la dronisation sous la mer, c'est-à-dire que j'en ai parlé dans un article qui a eu le deuxième prix Castex et qui a été publié par l'IFRI sur la menace des drones dans les profondeurs. Alors, dans la tribune du Grand Continent, je suis très alarmiste, mais c'est à dessein pour secouer un peu les gens. Mais globalement, l'industrie du drone sous-marin suit les mêmes pentes de décollage que l'industrie du drone aérien avec 10 ans de décalage, à peu près. Parce qu'il y a une demande des acteurs économiques pour des drones sous-marins. Les planeurs pélagiques, ils existent déjà. Hein, c'est des drones qui n'ont pas de propulsion propre. Simplement, on dit qu'ils planent parce qu'en fait, ils se déplacent dans les courants marins. C'est-à-dire qu'ils ont des capteurs qui repèrent quels sont les courants marins. Ils savent où est-ce qu'ils veulent aller parce que des fois, ils ont une petite antenne GPS qui peut faire le point quand ils refont surface. Et puis, ils ont juste une pompe, une vessie natatoire comme un poisson. Et puis, en fonction du courant qui les intéresse, ils vont monter ou ils vont descendre dans la colonne d'eau et ils vont comme ça pouvoir traverser des océans avec très peu d'énergie. On sait que les narcotrafiquants s'en servent déjà pour faire passer de la drogue d'Amérique en Europe. Hein. On a retrouvé des plans de planeurs comme ça qui ont des ventouses magnétiques et qui vont se fixer sous des navires marchands dans les eaux américaines et qui vont après larguer leur planeur qui contient de la drogue devant Rotterdam. Bon, pour l'instant, on n'en a encore jamais attrapé à ma connaissance, mais on sait que le principe a été réfléchi. Et ce genre de techno peut s'adapter avec des explosifs à bord. Et c'est pas très coûteux. Et on sait que la Russie développe beaucoup des drones. L'Ukraine a développé des drones, y compris des drones sous-marins. Et donc, il n'y a pas de raison que dans les 10 ans qui viennent, ces objets n'émergent pas. Et non seulement le transport maritime est vulnérable, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de défense en mer contre ce genre d'objets, mais en plus, on rajoute des infrastructures énergétiques en mer, les champs éoliens, qui, dans les petits fonds, sont très vulnérables aussi à ce genre d'action. Parce qu'un planeur peut aller faire sauter une éolienne, peut attaquer une sous-station, etc. Et donc, voilà, cette émergence de la dronisation rend l'agression sous-marine moins coûteuse et plus facile et moins attribuable, parce qu'un sous-marin qui tire une torpille, bon an, mal an, on va peut-être quand même réussir à savoir qui a fait le coup, même si le pays qui a tiré va pouvoir nier. Un drone, c'est facile de dire, ah ben non, c'est pas moi. Et avant qu'on sache remonter la chaîne de fabrication du drone, qui est souvent fait avec des composants civils, c'est pas facile de dire c'est tel pays qui a fait le coup. Et donc voilà, cette dronisation, en plus, aujourd'hui, militairement, ces petits objets dérivants, les détecter en mer, c'est très dur. En mer, sous la mer, on n'a pas le spectre électromagnétique, hein, on n'a pas de radar sous la mer, on n'a que des sonars, c'est-à-dire c'est du son, on écoute ce qui passe. Et on sait à peu près repérer les gros objets qui font du bruit. Donc les sous-marins, des fois, on arrive à les repérer, soit en les écoutant, soit par leur influence magnétique, parce qu'ils déforment le champ magnétique local. C'est des gros bouts de ferraille de plusieurs milliers de tonnes. En revanche, un planeur pélagique qui est en polymère, qui est revêtu de polymère, qui fait pratiquement pas de bruit, et ben en vrai, à part un sonar à très haute fréquence qui va pouvoir le repérer à quelques dizaines de mètres, ou une caméra sous-marine qui va pouvoir le voir à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres selon la transparence de l'eau, on ne sait pas le repérer. Mais donc, on ne sait pas l'engager. Il doit être lâché par un bateau mer, un bateau amiral quelque part. Ça dépend de son endurance. En fait, il y a des planeurs pélagiques qui peuvent dériver comme ça dans les courants avec très peu d'énergie pendant des semaines. Et donc, en fait, oui, il peut être lâché par un bateau mer, mais supposons que ce machin veuille frapper Rotterdam, il peut être largué à la rigueur en mer de Norvège à 3-4 000 km et puis dériver tranquillement. Ouais. Et ça sera très dur. Comme on n'aura pas repéré son départ et qu'on n'aura pas repéré cet objet sous la mer, on ne pourra pas dire c'est tel pays qui l'a lancé. Mais donc ça, c'est le… Oui, pardon. Non, parce qu'une objection que j'avais, c'est que alors, tu joues sur le fait que ce soit, comme on dit en anglais, plausible deniability. En fait, on peut nier de façon plausible que ça n'est pas moi. Mais d'un autre côté, tu dis aussi dans ta tribune que les Russes font savoir que leurs sous-marins patrouillent et qu'ils sont capables de recommencer justement pour, entre guillemets, faire peur aux Américains ou en tout cas faire peur aux assureurs mais parce qu'en fait, c'est effets économiques. Donc, tu vois, c'est un peu c'est le discours classique, c'est-à-dire qu'on a un déni plausible de la Russie qui est notamment vers les pays émergents pour dire non, mais vous savez, c'est pas nous. Et en même temps, dans les canaux diplomatiques, les Russes disent, vous savez, vous allez avoir des problèmes si vous continuez. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce jeu. Et les Russes sont spécialistes pour ça, pour mentir sur les deux tableaux de front et ça ne les dérange pas, quoi. Nous, on est plus gênés pour faire ça en Europe, mais alors eux, ils font ça tout le temps. Mais en fait, cette menace, elle me paraît réelle, mais en réalité, on saurait très bien que ce sont les Russes. Et en fait, ce serait un acte de guerre. Et vu à quel point on dépend du commerce maritime, je ne vois pas comment on pourrait prendre ça autrement que comme un acte de guerre. Et du coup, on a quand même des moyens de rétorsion vis-à-vis de la Russie avec nos moyens plus traditionnels, on va dire. Là, on arrive à la troisième. Là, on arrive à la troisième question qui est celle de l'érosion du lien transatlantique. C'est-à-dire que
pour ce qui est de maintenir la supériorité navale dans l'Atlantique Nord, même si les Européens ont des marines avec des frégates, avec un tas de trucs, hein, on n'est pas sans rien, très clairement, on s'appuie massivement sur l'US Navy, sur la marine américaine pour maintenir cette supériorité sur l'Atlantique Nord. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, tant que les Américains sont là avec nous, si la Russie s'amuse à faire ce que je pronostique dans mon scénario, avec l'aide des Américains, on devrait tenir, on devrait pouvoir rassurer le transport maritime. Mais tout repose dans le scénario sur les Américains ne sont pas là. Les Américains refusent d'intervenir parce que administration héritière du Trumpiste, pas de bon rapport avec l'Europe, et ils disent bon, débrouillez-vous. Et dans le scénario, bien entendu, on sait que la Russie nous agresse puisqu'elle agresse en même temps les pays baltes et qu'elle essaye comme ça de pousser. Donc il y a cet acte de guerre. Simplement, la Russie fait du brinkmanship nucléaire. Elle dit, vous savez, si vous frappez sur mon territoire, ça sera une escalade nucléaire. Si vous tirez sur mes sous-marins nucléaire, c'est une escalade nucléaire. Et donc, ça va jouer sur les divisions européennes, sur la peur de l'escalade nucléaire. Donc, les Français et les Britanniques, qui sont moins sensibles, les pays d'Europe de l'Est qui n'ont plus le parapluie américain, ils sont très sensibles. Il y a cette peur collective d'aller trop loin. Et donc, finalement, les Européens se défendent, ils essayent de parer des coups, mais ils ne veulent pas en donner trop parce qu'ils ont peur d'une escalade. C'est un truc qu'on voit depuis 3 ans. Alors même que les Américains sont encore là, on n'ose pas frapper les Russes parce qu'on se dit, mon Dieu, il y aura une escalade. Alors que ce n'est pas forcément si systématique. On n'ose même pas défendre le ciel ukrainien parce qu'on se dit, mon Dieu, il y aura une escalade. Bon, voilà, on a déjà peur de la Russie et de sa capacité qu'elle aurait à nous infliger une rétorsion. Et c'est sur ça que le scénario se base, en fait. Et en fait, quand on regarde la carte, on se dit, mais bon, la mer Noire, les Russes, ils l'ont fermé, le détroit du Bosphore, on peut le bloquer, on peut sans doute empêcher les sous-marins de passer, etc. Pareil, Saint-Pétersbourg, il y a ce détroit, il y a la Finlande, l'Estonie, c'est un petit couloir. La mer Baltique, c'est un lac otanien. Il n'y a pas moyen de les empêcher de sortir. Une fois qu'ils sont sortis, c'est vrai que c'est compliqué, mais il n'y a pas moyen vraiment de faire un blocus, d'empêcher tous ces navires et même sous-marins de sortir de ces endroits-là. Globalement, le scénario repose déjà sur l'idée que les Russes se sont prédéployés avant leur offensive. Un sous-marin nucléaire à la mer, ben, ça peut rester à la mer sans problème 40, 60, 80 jours. Ça va commencer à tirer sur les gars à bord, mais ça va. Donc, ils ont pu très bien prendre la mer avant. Effectivement. Et ça par ailleurs. Ça limite la crise dans le temps. Alors, si on Oui, limite bien la sûr, crise à bien 3 sûr. mois. Et par ailleurs, le gros des forces sous-marines océaniques russes est basé dans la péninsule de Kola, dans le Grand Nord. Ouais. Donc, dans des eaux où c'est beaucoup plus difficile de les arrêter. Ah oui, d'où la Ils ligne n'ont pas. GIUK, là, Greenland, Iceland, UK. Voilà. C'est-à-dire que globalement, ils sortent de Mourmansk, pour faire simple, donc du nord de la péninsule de Kola. Ils ont une première ligne à passer qui est matérialisée par le Svalbard, par l'île aux ours et par la côte norvégienne. Mais s'ils la passent alors qu'on n'est pas en guerre, on ne peut pas leur tirer dessus. Et puis après, la ligne d'arrêt traditionnelle de l'OTAN, c'est ce qu'on appelle le GIUK Gap, effectivement, depuis 1957. Donc, Greenland, Iceland, United Kingdom, où il y a le détroit du Danemark entre le Groenland et l'Islande, le passage Islande-Féroé, le passage Féroé-Shetland. Et donc, c'est par là que les Soviétiques prévoyaient de faire déferler des centaines de sous-marins en cas de guerre. Mais encore une fois, les hypothèses de la guerre froide, c'était on tiendra militairement cette ligne comme une espèce de tranchée face à une déferlante soviétique qui voudrait non pas casser le commerce, mais qui voudrait couler les navires qui amènent les renforts militaires américains en Europe. C'était ça le scénario de guerre. Or, aujourd'hui, le danger, c'est 1 ou 2 sous-marins nucléaires russes en Atlantique suffisent pour faire peur aux armateurs. C'est ça le danger, en fait. Ébranler le commerce. Et trouver seul, sans les Américains, 1 ou 2 sous-marins russes, sachant que la marine française devra se concentrer sur la protection de sa dissuasion et peut-être sur nos outre-mer, que la marine anglaise devra se concentrer sur la protection de sa dissuasion et de son allié norvégien, que les gens de la Baltique protégeront la Baltique, que les gens de la mer du Nord protégeront la mer du Nord. Tout ça fait qu'on aura assez peu de moyens disponibles et sans les Américains, ben, une frégate, elle peut couvrir à elle seule, allez, disons, la moitié du territoire français avec ses sonars. Si elle patrouille bien, comme ça, ben, l'Atlantique Nord, c'est grand, quoi. Hein. Et donc, voilà, on peut détecter un sous-marin à quelques dizaines de kilomètres quand les conditions sont très réunies, envoyer un hélicoptère pour le frapper, et éventuellement. Mais encore faut-il que les Occidentaux acceptent de tirer sur un sous-marin nucléaire russe. Et dans mon scénario, j'aborde cette question. C'est-à-dire que la Russie, dès qu'elle peut, elle joue sur la peur du nucléaire. C'est une spécialité russe, ils adorent faire ça. Et donc forcément… Mais ils ont perdu leur crédibilité aussi. Ils ont largement perdu leur crédibilité.
Ben oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, moi je me rappelle la première fois qu'il y a eu un tir d'Orechnik, ben, en Allemagne, il y a eu une panique généralisée sur où sont nos bunkers, est-ce qu'on a encore des bunkers Oui. de la guerre froide? Mm. Et donc, dès qu'il y a un problème à Zaporizhzhia, il y a plein d'Européens qui sont dans la peur du nucléaire. Donc Ouais, forcément, ouais. s'il y a un sous-marin nucléaire d'attaque russe en Atlantique Nord, quand bien même il n'a pas d'armes nucléaires à bord, il Mm. a un réacteur nucléaire pour sa propulsion, les Russes diront forcément attention, si vous tirez sur un sous-marin nucléaire, ça va faire une catastrophe nucléaire de proportions immenses, ce qui n'est pas vrai. Et puis, ça sera une escalade nucléaire pour nous. Mm. Ils joueront sur ça pour menacer certains pays européens et ça marchera. Ça divisera le front européen, ça paralysera certains de nos moyens. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire dans ce scénario que la Russie va gagner une confrontation du fort au fort contre une marine marchande européenne, mais Non. simplement qu'elle aura assez de moyens pour faire peur au transport maritime et pour nous paralyser quelques semaines, le Non. temps qu'elle gagne, en fait. Je comprends. Je comprends. Alors, du coup, ça amène aussi à la question de l'opportunité de se doter d'un deuxième porte-avions. Est-ce que tu penses que c'est pertinent pour le stationner dans quel coin avec l'autre, sachant que par exemple de Villepin l'année dernière, il appelait à la construction d'un deuxième et lui, il expliquait que c'était pour se projeter dans l'Indo-Pacifique. Et toi, tu dis que non, l'Indo-Pacifique, pour nous, c'est trop cher, c'est pas assez judicieux. Vraiment qu'on fasse du mieux qu'on peut déjà dans l'Atlantique. Bon, et la Méditerranée, ça sera déjà Alors, très bien. Et on laisse l'Indo-Pacifique à la limite aux Américains. Et tant pis pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. je n'ai pas dit tant pis pour la Nouvelle-Calédonie et la Ça, Polynésie. c'est J'ai dit moi. que C'est moi pour te j'ai dit que on avait du mal entre Européens à faire maintenant de l'Indo-Pacifique une priorité. Après, en tant que Français, je suis attaché au fait que nos compatriotes d'outre-mer ont droit à la même défense que nos compatriotes de la métropole et qu'il n'y a pas de raison que on laisse les gens de Saint-Denis, de la Réunion ou de Nouméa en défense. Bon, voilà, ça c'est une chose. Alors, sur la question du porte-avions, en fait, la question n'est pas la question du porte-avions, mais la question du groupe aéronaval. Oui, Généralement, les gens qui veulent l'attaquer attaquent le porte-avions. Effectivement, tout à c'est fait. un gros objet vulnérable, mais comme n'importe quel bateau. En revanche, le groupe aéronaval, pourquoi on en a besoin? Un groupe aéronaval, donc au moins un porte-avions ou un porte-aéronef, hein, un truc qui porte des machins qui volent, et son escorte, des navires anti-aériens, des navires anti-sous-marins, des moyens de commandement, des moyens de guerre électronique, des moyens de ravitaillement, des pétroliers ravitailleurs, le cas échéant des sous-marins nucléaires d'attaque. Tout ça, ça fait ce qu'on appelle une bulle de supériorité aéromaritime. C'est-à-dire que dans la zone de portée optimale de ces aéronefs, ce groupe aéronaval va pouvoir dominer l'océan ou, le cas échéant, une partie de la frange littorale. Et il va pouvoir le dominer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le grand intérêt du groupe aéronaval, c'est de pouvoir projeter une bulle qui va être extrêmement flexible. Parce qu'un porte-avions, à la fin, c'est un hangar avec une piste dessus, en vrai, et un moteur. Le reste, ça Mm. sert pas, enfin, ça sert à d'autres trucs, notamment à faire vivre les marins à bord et à les protéger. Mais fondamentalement, le rôle d'un porte-aéronef, c'est d'emporter des aéronefs pour qu'ils soient au plus près du besoin de la supériorité aéromaritime. C'est ce que les Britanniques ont fait pour reprendre les Malouines. Hein. Oui, La Royal Air Force savait frapper de manière très intermittente les Malouines. Elle envoyait ses bombardiers Vulcan avec 12 ravitaillements en vol. Ils arrivaient à aller balancer un missile sur Port-Stanley de temps en temps, ce qui n'était pas bon pour le moral des Argentins, mais qui était très intermittent. Le seul moyen de reprendre les îles, c'était de prendre la supériorité aéromaritime au pied des îles Malouines. Pour faire ça, il fallait un groupe aéronaval parce qu'il pouvait avoir comme ça son escorte aérienne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec lui. Ce que des bases aériennes ne peuvent pas faire. Hein. On ne sait jamais où est-ce que ça va péter, entre guillemets, en mer. L'Angleterre n'avait pas de base aérienne assez proche des Malouines pour faire un effort aérien soutenu. Bon, bah, il fallait des porte-avions. Et l'intérêt d'ailleurs, d'avoir un groupe. la petite anecdote, c'est que les Français avaient désactivé, je crois, les Exocet ou les missiles qu'on avait vendus aux Argentins, et donc ils n'ont pas pu les Alors, utiliser pour se défendre. Donc ça en dit long plus aussi sur compliqué que la ça. Non, dépendance. je pense que les Britanniques n'ont pas gardé Caricature un un très peu. bon souvenir des missiles Exocet français, mais en tout cas, la France a fait ce qu'elle a pu. Il faut se rappeler, par exemple, que la France a ouvert la base de Dakar, qui était française à l'époque, à la marine anglaise et que 40% de la logistique britannique est passée par Dakar. Et que quand les arrières anglais se sont entraînés pour être prêts à affronter les aéronefs argentins, comme les Argentins avaient des Mirage 3, eh ben on a pris les C'est Anglais. ça, décollage vertical, là, c'est ça? Voilà. Derrière. Et donc, on a entraîné les pilotes anglais en France avec les avions de chasse de l'armée de l'air, parce qu'on avait les mêmes que les Argentins, pour les aider
qu'on a joué notre rôle d'allié, mais très clairement, il y a eu un cafouillage. Les Argentins avaient des exocets et des super étendards. Ils s'en sont servis. Ils ont coulé deux navires britanniques avec. Bon, voilà, c'était les hasards des ventes d'armes. Personne ne pensait en 1981 qu'il y aurait un conflit entre l'Argentine et le Royaume-Uni. Enfin, c'était quand on fait de la prospective. Si un mec de la prospective à l'époque avait dit ça, personne ne l'aurait cru. Enfin, c'était vraiment un scénario très improbable. Et donc, ce porte-avions, il sert à ça, à créer une bulle de supériorité aéro-maritime qui permet de tout faire. Si on veut frapper une côte, c'est bien. Si on veut faire de la lutte anti-sous-marine, eh ben, on peut mettre des hélicoptères anti-sous-marins sur le porte-avions et puis au lieu d'en avoir qu'un sur la frégate, on en aura 10. Si on veut défendre contre une flotte ennemie, on peut. Voilà, ça sert à tout. Et comme un porte-avions, ça a une durée de vie de 50 ans et que ça n'est qu'un grand hangar, c'est très plastique. Quand on construit un navire de guerre comme une frégate, il y a des silos pour mettre des missiles. Et puis, on peut pas changer le silo très facilement. Et puis, on ne pourra jamais mettre plus de missiles que de silos. Même si la technologie missile change, il faut changer le silo, voire souvent changer le bateau. C'est très peu plastique, une frégate. Le porte-avions, pour donner un exemple facile, en 1945, les États-Unis mettent en service l'USS Midway, un porte-avions tout neuf qui, à l'époque, a des avions à piston conçus à la fin des années 30. Ce porte-avions quitte le service actif en 1991. À l'époque, il a des chasseurs F-18 Hornet biréacteurs sur le pont. On n'aurait pas pu faire ça avec un navire de surface créé en 1944 avec des canons et terminé avec des missiles. Enfin, on l'a fait, mais ça coûtait très cher, c'était du bricolage. Ça marchait pas très bien. En fait, le porte-avions reste un objet extrêmement plastique et donc, dans l'Atlantique Nord, un porte-avions occidental pourrait servir à lutter contre les sous-marins russes au cœur d'une bulle aéronavale. Et puis, c'est ce que j'explique dans mon scénario, les Russes pourraient en profiter pour, avec des proxys, avec Wagner, avec des petits États émergents, pour agresser la France dans ses outre-mer. S'ils agressent la France dans nos outre-mer, c'est quand même bien d'avoir un groupe aéronaval. Et donc, j'envoie dans mon scénario le groupe aéronaval français en océan Indien pour lutter contre l'agression des proxys russes sur les Comores, sur Mayotte, pardon. Et la Russie pourrait aussi attaquer le Svalbard norvégien, qui est une île au nord de la Norvège. Dans ce contexte, j'y envoie le groupe aéronaval britannique parce que c'est quand même pratique d'avoir un porte-avions pour défendre le Svalbard. Et donc, qu'on soit très près de l'Europe ou très loin, qu'on soit dans une question de bataille de surface contre une autre flotte, qu'on soit dans une question anti-sous-marine ou de frappe contre un autre État, pour toutes ces options-là, en fait, avoir une supériorité aéromaritime, c'est indispensable. Et pour le faire, il faut un porte-avions. Après, combien qu'il en faut? Ça dépend combien d'argent on a. Mais en gros, pour faire simple, un porte-avions, c'est un porte-avions. Si on veut ce qu'on appelle la permanence de la prise d'alerte, c'est-à-dire si on veut pouvoir se dire, si on veut pouvoir se dire, quelle que soit la crise qu'on a, sous quelques semaines, on aura un porte-avions prêt, il en faut deux. Parce qu'effectivement, les porte-avions nucléaires ont des immobilisations qui sont très durables et très cadencées. Et donc, parfois, pendant 6 mois, on sait qu'on n'en aura pas. Mais ce n'est pas une permanence de la capacité, ça n'est qu'une permanence de la prise d'alerte à deux. Si on a 3 porte-avions, on aura une forme de permanence à la mer dans les eaux proches. Et si on en a 4, on aura une permanence à la mer, disons, assez mondiale. Et juste une petite parenthèse, j'avais noté, les États-Unis, ils ont 11 porte-avions. Il y en a 7 qui ont plus de 30 ans, dont 3 qui ont plus de 40 ans. Il y en a, sur les 11, il y en a 8 qui sont aux États-Unis en ce moment. Et il n'y en a que 3 qui sont déployés. Il y en a un dans les Caraïbes, évidemment, avec le Venezuela, un qui est au Japon, et un qui est en mer de Chine et qui veulent rapatrier en face de l'Iran. En fait, on s'aperçoit que même la puissance américaine, finalement, elle est limitée. On n'a que 3 qui sont déployés. Elle ne peut pas être partout. Bien sûr. Elle est tout le temps. Bien sûr, parce que, et ça c'est un phénomène dont on a beaucoup parlé pour les sous-marins, mais qui est vrai aussi pour tous les autres bateaux, les États-Unis ont un immense problème industriel de construction navale. C'est-à-dire que ce dont on se rend compte, et on le voit quand on voit les cadences chinoises ahurissantes, mais aussi le succès des programmes navals militaires européens, c'est que la construction navale militaire ne peut vivre qu'avec une construction civile solide derrière elle. La Chine a la première construction navale civile du monde, et donc sa construction militaire, elle en bénéficie. En Europe, on a quand même préservé certains segments de construction navale, notamment dans les navires de croisière, dans certains navires spécialisés, dans les navires de pêche ou autres. Et donc, on arrive encore à peu près en France ou en Italie à tenir les délais de nos programmes navals. Aux États-Unis, la construction navale civile a, pour ainsi dire, disparu. Il ne reste pratiquement que les chantiers navals militaires, et donc ils sont
en problème de qualité, de coût, de délai, de formation, de force de main-d'œuvre. Et c'est vraiment un immense problème qui fait qu'il faudrait que les États-Unis produisent 3 sous-marins nucléaires d'attaque par an. Ils arrivent à en faire un et demi, guerre plus, ce qui est colossal, mais ce qui n'est pas assez. Que leur porte-avions ne se renouvelle pas assez vite, que leur flotte de surface n'arrive pas à faire une unité de surface moderne de type frégate. Ça fait plusieurs fois qu'ils échouent. Ils avaient essayé d'acheter les plans des frégates origine italienne, mais ils n'ont pas réussi à les adapter chez eux. C'est un cauchemar de projet. Ils ont laissé tomber. Alors voilà, il y a un immense problème qui est lié au fait qu'ils ont perdu cette construction civile. Et donc, on voit à travers le problème américain à quel point la désindustrialisation des industries socles de base, de l'acier, de la construction mécanique, de la métallurgie, de l'électromécanique, ça pénalise le réarmement et ça pénalise l'armement. Et c'est un truc que la Chine a très bien compris. Ils ont commencé par construire des industries de base extrêmement solides, mais c'est vrai pour la Corée du Sud aussi, hein, de maintenir des industries de base extrêmement solides. C'est vrai aussi pour le Japon d'une certaine mesure. Ça leur permet, quand ils ont besoin de se réarmer, de tenir des cadences que les autres pays qui n'ont plus que des industries militaires ne savent plus tenir. Alors, ça va nous amener à parler de Taïwan, mais juste avant de parler de Taïwan et finir sur Taïwan, j'aimerais qu'on parle du Groenland. Pour toi, est-ce que les Américains, ils peuvent... alors, ils ont déjà des soldats, ils en ont quelques dizaines, mais ils ont le droit d'ouvrir autant de bases qu'ils veulent, ils ont le droit d'en débarquer à peu près autant qu'ils veulent. Mais est-ce que c'est crédible, le fait qu'ils débarquent comme ça des GI et qu'ils prennent le contrôle et qui forcent les Groenlandais, malgré eux, à devenir Américains? Ça paraît sidérant. Alors, qu'est-ce qui se prépare là-bas? c'est sidérant, mais j'ai envie de dire, Donald Trump est sidérant. Donc, ça fait partie des scénarios et des situations où malheureusement, on ne peut rien écarter. Parce que rien n'est trop extravagant pour lui. Une fois qu'on a dit ça, l'analyse que j'en fais, moi, c'est la suivante. Donald Trump, à titre personnel, veut absolument annexer le Groenland parce que il a envie d'être le président qui, comme les gens qu'il admire, comme Jackson, comme McKinley, comme ces gens-là, il veut être le président qui aura agrandi le territoire, qui aura rajouté un truc sur la carte et planté un drapeau américain. Donc il y a cette volonté de land grabbing, de dire je veux ce truc. Et ça, c'est vraiment une obsession qui ne repose pas forcément sur des bases factuelles. Après, il y a pour les États-Unis un enjeu de long terme qui est un enjeu de déni d'accès aux ressources. Il faut voir que c'est un truc dont on a du mal à comprendre la portée en Europe. Structurellement, on est sorti de l'idée que il y en aurait pour tout le monde, il y aurait des ressources pour tout le monde n'était pas un jeu à somme nulle. On revient dans une situation mondiale où un certain nombre de dirigeants pensent que le monde est un jeu à somme nulle, notamment sur le plan des ressources, que pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants et qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et une partie de la sphère MAGA aux États-Unis, et Trump, pense que non seulement il faut que les Américains aient des ressources, mais il faut aussi empêcher les compétiteurs stratégiques d'en avoir. Et frapper le Venezuela, à court terme, c'est pas facile de s'accaparer le pétrole vénézuélien, mais on est sûr au moins que les Chinois et les Russes ne l'auront plus, enfin que les Chinois ne l'auront plus. Mais c'est un pétrole très cher à exploiter, très visqueux. Peu importe. C'était même pas du pétrole rentable à exploiter au prix actuel du pétrole. Donc les prix vont sans doute continuer à baisser tendanciellement sur le temps long. Oui, mais peu importe, les Chinois ne pourront pas le prendre. Et le pétrole, en tant que source d'énergie, il y a un facteur prix. Mais à un moment, on en a besoin de ce pétrole pour un certain nombre d'applications, notamment militaires. Et donc, on ira le chercher, j'ai envie de dire, whatever it takes. Et donc, même si les coûts d'extraction sont délirants, quand on a besoin physiquement d'une ressource, on est prêt à faire un chèque. Si cette ressource, on n'y accède pas, eh ben, on l'a pas. Le parallèle historique, c'est le Japon en 1941. En 1941, début 41, les Japonais préparent une guerre depuis 30 ans contre l'URSS. Depuis que l'URSS, parce qu'avant, ils avaient fait la guerre face à la Russie en 1905. Le scénario de référence de la guerre, c'est l'URSS. La marine japonaise prépare une guerre contre les États-Unis parce que c'est un peu sa guerre statutaire. Mais dans les cercles dirigeants japonais, jusqu'au début 41, il y a le bourbier chinois qui mobilise un nombre de moyens croissants pour essayer de gagner en Chine et la guerre contre l'URSS. En 39, ça se passe très mal. Il y a un incident majeur qui implique des centaines de milliers d'hommes. Les Soviétiques mettent une rouste à l'armée japonaise. Ça se passe pas très bien. Et en 1941, les pressions américaines contre le Japon, notamment les embargos sur le pétrole, font que les Japonaises disent « Ah mais en fait, du pétrole, il va plus y en avoir. On n'en a pas chez nous. On a du charbon, on a du minerai de fer, on a la Mandchourie, on n'a pas de pétrole.
Et si les Américains nous coupent le pétrole, on a 6 mois, 1 an de stock. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a un autre pétrole qui est le pétrole d'Indonésie, alors qui est Bien sûr, compliqué à aller ça, j'avais parlé pomper, de les ça. Ouais. infrastructures sont pas très bonnes, le pétrole de Bornéo et de Sumatra, il est quand même pas terrible, n'empêche qu'il fait du pétrole. OK, comment on fait pour le prendre? Faut faire la guerre aux Pays-Bas. Ça tombe bien, ils ont été vaincus par nos alliés allemands. Les Anglais sont les garants des Pays-Bas. Il faut s'occuper de Singapour. OK, il faut s'occuper de Singapour. Il y a les Philippines pas loin. Ah ouais, on ne pourra pas faire l'économie de taper les Philippines. OK, donc il faut une guerre contre les États-Unis. Et en fait, une grande partie, c'est pas la seule, Mm. mais une partie des motivations des dirigeants japonais, c'est on ne veut pas reculer en Chine, on veut garder les moyens de faire la guerre. Ben, pour pouvoir faire la guerre, il faut faire la guerre. L'alternative, c'est de reculer devant la pression américaine. On ne veut pas. Donc, on va faire la guerre, on va attaquer l'Indonésie. Et pour attaquer l'Indonésie, pour faire simple, il faut frapper Pearl Harbor. Bon, voilà, OK. Et on va espérer pouvoir s'en sortir de cette guerre, maintenir les Américains au loin et les décourager. Il n'est pas question de gagner contre les États-Unis, il est question de prendre le pétrole indonésien et de décourager les Américains pour qu'ils finissent par renoncer. C'est le plan japonais. Et je pense que la logique de Donald Trump sur le pétrole actuellement, c'est je vais tout faire pour couper le pétrole à la Chine, Mm. peut-être demain pour couper le minerai de fer australien ou le lithium australien de la Chine, voilà, pour briser cette dynamique parce que la puissance chinoise repose sur les importations. La Chine produit la moitié de l'acier du monde, mais avec des minerais de fer australiens, avec du charbon de cokerie australien. La Chine est dominante sur les lithiums avec des minerais de lithium australiens. La Chine est dominante parce qu'elle importe du pétrole, elle n'en a pas en suffisance. Et donc, tous les moyens seront bons pour couper le pétrole à la Chine, pour couper les ressources à la Chine, pour casser la puissance chinoise en la coupant de ses importations. Donc ça, Parce que c'est une des motivations sur le Groenland. Oui, la Chine peut importer du gaz de Russie, mais le pétrole, en fait, la Russie exporte beaucoup moins de pétrole que de gaz. Donc, il y a une oui, vulnérabilité sur le pétrole. Parce que il y a une sur le vulnérabilité gaz, sur, sur, sur le pétrole. il y a ces oléoducs, enfin, ces gazoducs qui sont en construction. Mais d'ailleurs, je me dis, mais c'est très vulnérable, un gazoduc, ça peut se bombarder facilement. Oui, et Donc, les Américains ont des capacités de frappe qui sont autrement plus fortes que les Ukrainiens. Et donc, casser des infrastructures au sol pour l'aviation américaine, c'est le b.a.-ba et c'est ce pourquoi ils s'entraînent en ouais. permanence. Donc ça, c'est cette question des ressources et du déni d'accès de ressources. Et puis aussi, sur cette question du Groenland, donc il y a cette lubie de Trump, cette question du déni d'accès de ressources, et aussi pour les terres rares, il y a aussi une volonté d'avoir plus de terres rares dans la sphère américaine. Et quoi qu'on en dise, ça serait assez rentable d'aller exploiter certaines terres rares au Groenland. Et puis, il y a la volonté de certains barons de la tech, comme Peter Thiel ou autres, de ces sphères idéologues, de se dire c'est un nouveau territoire où on pourra aussi expérimenter des nouvelles formes de gouvernance pour montrer que ça marche et les réimporter après en Amérique du Nord. Et là, on atteint aussi cet agenda transformatif antidémocratique qui est promu par des gens comme Thiel et les barons de la tech, avec l'idée de se dire on va peut-être au Groenland pouvoir faire des nouvelles villes entièrement numériques qui vont s'affranchir du cadre légal, puisqu'on ne sera sans doute pas dans un cadre aussi réglementaire que le cadre des 50 États des États-Unis, et donc on va pouvoir expérimenter des nouvelles formes non démocratiques de gouvernance par la tech. Donc tout ça converge et se heurte quand même à des forces de rétroaction qui sont très fortes, parce qu'il y a quand même beaucoup de membres du Congrès des États-Unis qui disent mais attendez, c'est la fin de toute forme de réputation des États-Unis dans le monde si on prend par la force le Oui, territoire d'un de nos alliés historiques oui. contre l'avis de tous nos autres alliés historiques. Je veux dire, s'il y avait consensus au sein de l'OTAN pour leur donner le Groenland, ils le prendraient. Mais là, il y a quand même beaucoup de gens du Congrès qui sont contre. Mm. Il y a beaucoup de gens de la sphère MAGA qui se disent, mais quand même, taper sur nos alliés, ça fait quand même l'affaire de nos En plus, adversaires. ce que je comprends pas, pourquoi pas ne laisser les Groenlandais voter pour devenir indépendants et après leur faire une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. 1 million de dollars par Groenlandais, ça ne fait jamais que 56 milliards. 56 milliards, c'est rien pour Ouais, acquérir un pays. mais on n'est pas à l'abri Donc, qu'ils disent non quand même. Enfin, il faut pas non plus nier l'agentivité du peuple groenlandais qui reste quand même légitime chez lui. Et je pense non, mais que ils il y a des gens qui ils sont veulent prêts être à aller très indépendants. loin pour refuser de se faire acheter. Enfin, je pense que Ah ouais. au-delà du million de dollars, d'abord, d'après les chiffres que j'ai vus, les plans, c'est plutôt essayer de proposer 10 000 ou 100 000 dollars à chaque Ah, Groenlandais. ça, c'est une Mais blague. Ça. quand on voit le système social danois, on se dit qu'en fait, il faut refuser le chèque et il faut continuer le système social danois, quoi. Et par ailleurs, il y a Par vraiment contre, cet enjeu. la majorité souhaite devenir indépendant.
Donc, s'ils Oui, bien deviennent sûr. indépendants, ils verront aussi qu'ils sont très vulnérables. Et là, si les Américains leur font une offre financière et ils les exemptent de taxes pendant 50 ans ou j'en sais rien, au bout d'un moment, bon. Mais s'ils l'avaient fait comme ça, gentiment depuis le début, peut-être qu'ils auraient eu une chance. Mais là, ils ont tellement montré les muscles que Ouais, ça mais je fait. pense qu'il y a un immense enjeu qu'il ne faut pas sous-estimer pour Trump, qui est un enjeu de soumission de ses vassaux. C'est-à-dire que Ouais, cette façon d'extorquer le Groenland, c'est aussi un test de la relation transatlantique ouais, pour Trump. C'est-à-dire ce côté donnez-moi ce que je veux, ou sinon je vais me retirer d'Europe, ou sinon je ne vous protégerai plus, ou sinon il n'y aura plus de garantie nucléaire américaine, ou sinon je vous vendrai plus d'armes pour l'Ukraine. Enfin, on sait tout ce qui est sur la table dans le ou sinon. Et ce ou sinon je le prendrai par la force. Évidemment que les Américains peuvent prendre le Groenland par la force, ils ont les moyens. bien sûr. Personne n'a ni les moyens ni l'envie de se battre contre eux. Alors, le traité de 51 les autorise à renforcer leur présence militaire avec l'assentiment du Danemark. Et jusqu'à présent, le Danemark a toujours dit, mais s'il y a une faille sécuritaire, travaillons-y ensemble, on va renforcer nos forces. Bien entendu, vous êtes les bienvenus pour renforcer votre présence. Mais Bien Trump, sûr. son argument, ça n'est pas il faut renforcer la sécurité du Groenland, c'est je Non, le non, veux pour ma je veux le posséder. sécurité. Ouais. C'est Ouais, je veux. Et donc, il y a un enjeu majeur d'extorsion. Et là, pour ouais, les Européens entre eux, le grand c'est enjeu pour possible. nous, c'est maintenir ce front uni. Il n'y a aucun Européen qui aille à Copenhague pour dire, vous savez, il faut peut-être penser à céder pour préserver la relation transatlantique. Pour l'instant, il y a des Européens du Nord qui sont très vocaux pour soutenir le Danemark. Il y a les Français qui sont très vocaux. Les Britanniques, on les entend pas trop parce qu'ils essayent de maintenir leur espèce de rôle de go-between entre les deux rives de l'Atlantique et ils sont pas très très forts pour défendre le Danemark. Hein. Là, dans les exercices qui vont se faire, ils envoient un officier, les Anglais. Bon. Mhm. Et puis, les pays d'Europe du Sud, on les entend pas beaucoup quand même. Hein. Donc, Non, ça c'est veut sûr. dire qu'il y a quand même beaucoup de pays qui sont pas très empressés pour défendre le Danemark. Enfin, les Espagnols, depuis le début de la guerre en Ukraine, ils expliquent que bon, c'est pas vraiment chez eux. Là, le Groenland, bon, c'est pas vraiment chez eux. Enfin voilà, il y a des pays qui sont pas très concernés par tout ça au sein de l'Alliance et au sein de l'Union Mhm. européenne. Donc, c'est un vrai test pour nous en fait. Et je pense que Trump, il joue Ouais. beaucoup sur ce test pour dire soumettez-vous ou sinon. Mhm. Et je sais pas jusqu'à ça peut aller, mais on peut aller jusqu'à des sanctions sur l'Europe, on peut aller jusqu'à des retraits américains. Alors une bonne réaction européenne, et on l'a vu cette semaine, c'est effectivement de rappeler que les Américains ont besoin de bases en Europe. C'est pas que pour nous défendre. Le commandement de l'Afrique américain, l'Africacom, il est à Ramstein en Allemagne. Ils ont besoin de ces bases pour se projeter sur l'Afrique, ils ont besoin de ces bases pour se projeter sur le Moyen-Orient. Si on les Mhm. ferme, ben, ils seront moins confort quand même. Donc, on Ouais. a quelques leviers, mais c'est vrai qu'on en a moins que quoi. Mais moi, il y a une question que j'aime me poser à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'aurait fait le général de Gaulle? Par exemple, quand je lis les mémoires du général de Gaulle, il y a un épisode, on est au tout début, comment dire, les Britanniques veulent mettre la main sur Madagascar, alors qu'en fait, Madagascar est prête à basculer du côté gaulliste. Et à ce moment-là, de Gaulle, lui, il est prêt à tout plaquer, il est prêt à se mettre à dos les Américains, les Anglais, il est prêt à quitter Londres, il est prêt à tout perdre, à se brouiller définitivement avec Churchill parce qu'il ne veut pas il veut que les Britanniques reconnaissent l'autorité française sur Madagascar. Il est prêt à tout perdre pour Madagascar, mais c'est parce que c'est une question de principe. Et c'était vraiment un joueur de poker. C'est fascinant de voir qu'à un moment donné, à plusieurs reprises, il était prêt à tout perdre. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il aurait fait dans un cas comme ça, quoi? Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait fait? Il aurait Alors, dépêché des troupes? moi, je suis très réservé sur le côté qu'aurait fait le général de Gaulle, parce que c'est un espèce de Ouais, réflexe national qui est c'est complètement anachronique. délétère, parce qu'on n'est plus en 1940 et plus en 1963. Et quelle que soit l'immense admiration que j'ai pour la France libre et pour le parcours du général de Gaulle, enfin, le père de ma mère a été engagé volontaire à 17 ans en 42, il a fait le Monte Cassino, le débarquement de Provence, tu vois, enfin voilà, vraiment quelque Ouais. chose qui est très important pour nous, mais on n'est plus en 1940. Et l'attitude du général de Gaulle, alors cette semaine, on a beaucoup parlé de Saint-Pierre et Miquelon, mais c'est vrai pour Madagascar, c'est vrai pour d'autres points. Et dès Ça a été 56 à Suez, on s'est fait humilier aussi. Ça euh, pas longtemps après. l'attitude de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Clairement, il y a un brinkmanship qui est colossal. Cela dit, d'abord, il n'a jamais rompu avec les Britanniques. Ensuite, il savait quand même que les Britanniques avaient besoin d'un vrai allié français dans la place. Et il y a vraiment un jeu à trois qui est assez saisissant entre Roosevelt, Churchill et De Churchill, ouais, Gaulle. tout à fait. Ouais. Et on a une immense dette envers Churchill d'avoir compris que Ouais. en 1945, c'était pas dans l'intérêt du Royaume-Uni d'être tout seul avec les États-Unis. Et Ouais. restaurer la place de la France dans le monde,
Ça a dû énormément aux courageux de la France libre, à De Gaulle, à Leclerc, aux gars qui, dès le début, se sont engagés pour faire de cette idée de la France libre une réalité militaire. Mais ça doit C'est aussi passionnant. beaucoup à Churchill d'avoir réussi à se dire, mais on ne peut pas penser une Europe post-Seconde Guerre mondiale sans la France. Ça sera trop compliqué pour nous, Britanniques. On sera trop seuls face aux deux grands, face aux Soviétiques et aux Américains. Il nous faut un allié au moins européen. Et cet allié, il doit être français parce que quoi qu'on en dise, on est quand même le moins mauvais choix pour les Britanniques. Et donc, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, et Saint-Pierre et Miquelon, alors c'est vrai que Madagascar, il y a eu un clash. Mercel-Kébir, il y a eu un clash. Madagascar, les Britanniques ont débarqué à Madagascar et par la force, ils ont chassé Vichy de Madagascar parce qu'il y avait des vrais risques que les sous-marins japonais se ravitaillent là-bas et que les sous-marins allemands se ravitaillent là-bas. Il y a eu une quasi-rupture et puis on l'a surmonté. Et je pense que De Gaulle savait qu'en fait, il ne pouvait pas se permettre de rompre totalement avec le Royaume-Uni. Même si voilà, une partie de l'Empire lui était fidèle, il fallait quand même qu'il reste à Londres. Et donc, il y a eu des fois des portes qui ont claqué extrêmement fort, mais De Gaulle et Churchill savaient dès le début qu'ils avaient vraiment besoin l'un de l'autre. Churchill pour maintenir une forme de réalité française dans la guerre, pour penser à l'après-guerre, et De Gaulle parce qu'il avait besoin de ce soutien britannique, notamment face à une administration américaine qui voulait se débarrasser de la France avec passion. Et donc, alors que l'opinion publique américaine adorait De Gaulle et les Free French. Enfin, ça aussi, ça a été un peu le génie de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, de bien faire la différence et de ne pas essentialiser l'Amérique et de savoir qu'il y avait l'Amérique profonde, qui avait le souvenir de Lafayette et cette vision romantique des Français qui se battaient, et l'administration Roosevelt qui ne rêvait que d'une chose, c'était de se débarrasser once and for all de la France en tant que puissance. Et donc, voilà, qu'aurait fait le général de Gaulle? Ben, j'ai envie de dire, je m'en fous parce qu'on n'en est plus là, en fait. Après, on peut tout imaginer. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, nous, Français, avec nos voisins européens, parce qu'on n'est plus en 1940. On a construit une communauté de valeurs et de destin et on a besoin, de manière vitale, de manière vraiment pragmatique pour notre mode de vie de nos voisins européens. Il faut qu'on trace notre propre chemin. De Gaulle, en 1940, il ne s'est pas dit qu'aurait fait Napoléon ou qu'aurait fait Hugues Capet. Il a choisi sa voie. Bah, qu'aurait fait le général de Gaulle? Il aurait choisi sa voie, choisissons la nôtre, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, intéressant. Et alors, pour finir, j'aimerais qu'on bascule sur le théâtre Pacifique, Taïwan. On peut reboucler justement sur les porte-avions, les groupes aéronavaux. Donc, on a Palmer Luckey, qui est le fondateur d'Anduril aux États-Unis, qui explique ça reste très vulnérable aux missiles anti-navires et que si les Chinois, et c'est ce qu'ils vont faire, les produisent en assez grand nombre, en fait, la flotte américaine serait très, très vulnérable. Et donc, il y a ce mythe un peu de la vulnérabilité de ces porte-avions qui deviennent des sitting ducks, alors que toi, tu expliquais qu'au contraire, ils sont entourés de cette bulle presque d'invincibilité, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on est vulnérable face à une pluie de missiles hypersoniques qui pleuvraient sur eux comme ça dans le Pacifique? Est-ce qu'ils vont être obligés de se retirer de cette zone, les Américains? Est-ce que la Chine va pouvoir cueillir Taïwan? Pas maintenant, mais dans 10 ans, quand ils se sont suffisamment réarmés, sachant que on le disait tout à l'heure, je crois qu'ils peuvent produire 200 fois plus de tonnes de bateaux par an que les Américains. Donc c'est peut-être qu'une question de temps. Alors, effectivement, on est à la convergence de facteurs technologiques, industriels, de long terme. Et la réponse, elle est compliquée. Oui, un porte-avions, c'est vulnérable en soi, c'est un gros bateau. Maintenant, si on met des moyens défensifs suffisants, il n'y a plus rien qui passe. On l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il y a des porte-avions qui se font couler par 2-3 bombes, par 2-3 avions, parce que ils sont mal défendus. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, face à un raid conventionnel en 1944, en juin 1944, la marine japonaise envoie des centaines d'avions frapper des porte-avions américains. Il n'y en a pas un seul qui passe. Et le choix des kamikazes par les Japonais est un choix parfaitement rationnel, où quand ils analysent leur raid, ils se disent, mais en fait, les seuls trucs qui sont passés sur les bateaux américains, c'est les pilotes qui ont été assez courageux ou suicidaires pour se cracher sur un bateau adverse parce que le bombardement classique ne marche pas. Parce que la bulle de supériorité était trop forte. Mais inversement, à Midway, ils ont perdu la moitié de leur porte-avions, les Japonais, quand même. Oui, mais face à très peu d'avions, parce qu'ils étaient très, très mal défendus, mal protégés, mal défendus, frappés au mauvais moment. Enfin voilà, il y a un tas de facteurs qui font que les Japonais ont été vaincus. Et donc tout ça, c'est voilà, tout l'art est dans l'exécution. En 1997, il y a une crise dans les détroits de Taïwan qui a eu un impact majeur sur la Chine. Avec Les un deux avion grands abattu. impacts sur
les deux grands impacts sur la Chine, c'est la guerre du Golfe de 91, où ils se rendent compte du décalage qu'il y a entre la puissance aérienne occidentale et les systèmes de défense, disons, d'inspiration soviétique. Et la crise de 97, où l'US Navy fait passer 2 porte-avions et leur escorte dans le détroit de Taïwan. Et en fait, le pouvoir chinois réalise que même s'ils avaient mobilisé la totalité de leurs moyens aériens et navals de l'époque, ils n'auraient pas pu passer cette bulle de supériorité. Ils n'auraient pas pu vaincre ces 2 porte-avions américains. Et à l'époque, ils en avaient 12 ou 14, je ne sais plus. Bref. Et donc, la Chine, depuis 97, fait un effort considérable pour effectivement être en capacité de repousser l'US Navy au-delà de sa portée d'action sur Taïwan. L'enjeu chinois de la supériorité navale, c'est ça, c'est d'une part pouvoir écraser Taïwan pour le conquérir et d'autre part de pouvoir projeter suffisamment de puissance navale en déni d'accès pour que l'US Navy n'approche pas. Et donc, l'US Navy, son corollaire, c'est pouvoir passer, quoi qu'il en coûte, dans les étendues du Pacifique pour pouvoir, le cas échéant, défendre Taïwan, voire frapper la côte chinoise. Et pour ce faire, les marins américains ont 2 actifs principaux. D'une part, les groupes aéronavals, donc les porte-avions, et d'autre part, les sous-marins nucléaires d'attaque, donc les sous-marins qui, eux, emportent aussi des missiles de croisière qui peuvent frapper le littoral chinois. Et donc, il y a à la fois cet enjeu du renouvellement de la force sous-marine américaine dont j'ai parlé et du renouvellement des composantes aéronavales américaines. Et par ailleurs, les Américains ont traditionnellement des bombardiers lourds à long rayon d'action, donc les B-2 furtifs qui peuvent participer à cette manœuvre. Et effectivement, ces dernières années, les Chinois ont développé tout le spectre des moyens qui permet d'abord de détecter les porte-avions américains et ensuite de les suivre, d'avoir des données de ciblage assez précises, parce que même si c'est un gros bateau, ça reste quand même un tout petit point sur l'océan qui bouge en plus à 25 ou 30 nœuds, donc en quelques heures, il peut s'être très éloigné. Ils sont très bien défendus, les porte-avions américains, par des navires d'escorte, par leurs chasseurs qui sont bardés de missiles. Et donc, tout l'enjeu pour la Chine, c'est de développer des moyens qui peuvent craquer cette force aéronavale américaine pour faire peser sur elle une menace suffisamment crédible pour qu'elle ne s'approche pas, ou si elle s'approche, pour la détruire. Et donc, il y a un espèce de rapport coût-bénéfice entre la force chinoise et la force américaine. Et c'est vrai que ces dernières années, on sent que le rapport de force n'est plus aussi favorable aux Américains qu'il l'a pu être jusque dans les années 2010. Ça ne veut pas dire que les Chinois ont la partie gagnée, mais en mettant en service des groupes aéronavals, en développant leur propre force sous-marine, les Chinois ont une capacité de se projeter au-delà de Taïwan pour avoir une force navale. Et c'est intéressant d'ailleurs de se dire que la Chine ne mise pas tout sur ses missiles anti-navires. Elle met en service à marche forcée des groupes aéronavals de porte-avions pour pouvoir, le cas échéant, refaire Midway en pleine mer et aller s'affronter en haute mer contre l'US Navy. Donc c'est très important. Mais aussi peut-être pouvoir demain faire, je sais pas, une descente sur l'Australie avec la marine chinoise pour aller par la force chercher les ressources dont on a parlé plus tôt. Donc les Chinois font ça et ils développent effectivement toute une panoplie de moyens pour repérer, suivre et engager les porte-avions américains, et certains missiles balistiques à vecteurs potentiellement hypersoniques font partie de ça. Une fois qu'on a dit ça, c'est extrêmement difficile d'avoir un missile qui va porter très loin, qui va être extrêmement précis dans son largage, avec un planeur manœuvrant qui en plus va pouvoir s'auto-guider vers un porte-avions qui est une cible mobile. Et donc tout ça, ça fait beaucoup de cibles. Et on n'est pas tout à fait certain que alors les Chinois communiquent beaucoup en roulant des mécaniques pour dire si, ça y est, on est prêt avec nos DF-21, on peut couler n'importe quel bateau qui approche dans nos eaux. Ils étaient si confiants que ça, ils continueraient pas de se moderniser de tous les côtés à marche forcée, ils auraient déjà pris Taïwan. Oui. Et en face, les Américains reconnaissent que c'est plus aussi facilement parti gagné qu'avant, très clairement, ne serait-ce que parce que la masse chinoise ne peut plus être vaincue par une masse équivalente américaine suffisante. Et donc, il y a des enjeux de masse. Et puis, bien entendu, par des nouveaux acteurs comme Anduril, il y a un enjeu il faut que vous poussiez pour me faire une place par rapport aux vieilles industries, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, L3, etc. Anduril a envie de sa place au soleil et eux, leur segment, c'est les porte-avions, c'est dépassé. Moi, j'ai la solution, je vais vous faire des milliers de missiles pas chers, on va retrouver de la masse. Donnez-moi des crédits et du Pentagone, et puis ça va le faire. Et donc, il y a aussi des enjeux industriels et économiques derrière. Une fois qu'on a dit ça, pour l'instant, l'approche américaine, c'est il faut absolument qu'on accélère sur les sous-marins.
Et AUKUS, ça fait partie de ça, hein, l'alliance avec l'Australie et la construction d'une sous-marinade d'attaque nucléaire australienne avec des missiles de croisière, ça en fait partie. De se dire, on a besoin de plus de missiles, de plus de sous-marins en Asie. Il y a un enjeu aéronaval, mieux renouveler les porte-avions américains, faire les nouvelles générations d'avions. Il y a un enjeu de bombardier furtif à long rayon d'action, hein, c'est le remplacement du B2 qui va arriver. Il y a un enjeu de retrouver de la masse sur les munitions à longue distance, notamment pour les îles du Pacifique et les bases américaines avancées dans le Pacifique. Il y a un enjeu de défense aérienne et il y a un enjeu de qu'est-ce qu'on peut faire face à ces nouveaux missiles chinois anti-navires. Et donc, il n'y a pas de solution unique. Et c'est pas le porte-avions c'est dépassé, on va le remplacer par un autre truc. Non, c'est comment est-ce qu'on maintient un modèle de force, un système de force cohérent face à un nouveau système de force adverse chinois qui est de plus en plus nombreux et de plus en plus fort. Et aucun des deux pays, en fait, ne s'en sortira par un game changer unique, par une arme magique unique. C'est la meilleure combinatoire, la mieux entraînée, la mieux préparée, gagnera face à l'autre comme d'habitude. C'est tout. Ouais, alors, une des raisons des engagements des États-Unis, de l'Europe, c'est parce qu'on dit ils veulent faire ce pivot sur l'Asie. Certains disent non, mais en fait, Trump, il veut se retrancher sur sa zone où il va avoir le monopole. Mais en réalité, il veut aussi nier aux autres la possibilité d'avoir un monopole chez eux. Donc, il veut peut-être quand même rester présent. Ils se sont engagés à défendre Taïwan. Est-ce que tu penses que Taïwan va finir par tomber comme un fémur dans 10 Alors, ans, avant 2049, sur avant cette, 2039? sur cette évolution de la puissance américaine, il y a beaucoup d'abord de factions qui se battent à Washington en ce moment, et il y a un grand débat entre les restrainers, entre les prioritizers, entre les gens qui, pour faire simple, bon, déjà il reste quand même un nombre non nul de bons vieux conservateurs qui étaient attachés à cette espèce de puissance mondiale, gendarme du monde. Donc il reste des gens comme ça qui sont marqués par les États-Unis garants de l'ordre international, de l'organisation du monde, des télécoms, du transport maritime, de l'ONU, tout ça. Il en reste. Ils sont actifs. Il y a des gens de la sphère MAGA qui sont les restrainers, qui veulent plus que l'Amérique s'implique dans les conflits du monde, qu'elle arrête de faire la guerre, qu'elle pense à elle-même, à son précaré, qui sont plus ou moins liés à il faut qu'on se concentre sur l'hémisphère occidental, donc sur les Amériques du nord au sud. On doit s'occuper de ça. Mais ça, c'est Et il Jay y a, Vance, d'ailleurs. C'est celui qui pourrait être président voilà, dans 3 ans. Parce que, bon, Trump, Vance, il a plus de 3 lui, ans. il a visiblement pas trop aimé le truc sur le Venezuela. Vance, il est plutôt contre les frappes sur l'Iran. Vance, il était contre le fait que les États-Unis assurent gratuitement la liberté de navigation. Et clairement, Vance, c'est pas pour aller se battre pour Taïwan. Vance, il est Ouais. pour l'Amérique, les Américains, l'Amérique du Nord d'abord, tenir les Amériques. Avec une extension de gens qui sont plus avec une vision globale des Amériques, de l'hémisphère occidental, qui semble être vraiment la vision de Ça, c'est Trump. Marco Une Rubio, fois oui. qu'on a, et puis il y a les prioritizers qui disent la menace numéro un, c'est la Chine, il faut prioriser la Chine, qui sont des gens qui sont actifs de manière bipartisane depuis plus de 10 ans. Chez les démocrates comme chez les républicains, c'est aujourd'hui le courant sans doute le plus fort qui est la priorité, c'est la Chine. Parce qu'en fait, il y a un consensus bipartisan, malgré tout, même si Vance n'est pas forcément le plus vocal là-dessus, qui considère que de manière assez naturelle, les États-Unis ne peuvent pas être deuxièmes dans le monde. C'est inadmissible d'envisager que les États-Unis seraient la deuxième puissance Ah ouais. mondiale. Même si ils veulent arrêter les guerres sans fin, même s'ils veulent plus faire gratuitement la sécurité pour les autres, ils n'accepteront pas un hégémon Ouais. qui ne serait pas, en Mais fait. c'est le Donc, fameux piège de Thucydide, quoi. Ils font rien à alors, ça. c'est pas exactement le piège de Thucydide, parce que la trappe de Thucydide, elle ne marche que par du cherry picking, en fait. C'est-à-dire qu'on choisit les situations qui nous arrangent. Typiquement, le relais s'est passé entre la première puissance mondiale qui était le Royaume-Uni et la première Ouais. puissance mondiale qui a été les États-Unis sans un seul coup de Non, mais, canon ouais, pour ouais, les parce entre ces deux pays-là. ils étaient très Parce cousins. qu'en Enfin, je veux dire, fait, il y avait une convergence d'intérêts qui fait que de manière très consciente, les Anglais ont dit OK, on vous passe le flambeau, c'est vous maintenant qui êtes responsable de tout ça. Mais il n'y a pas eu de guerre, en fait. Et il y a des exemples comme ça de puissances qui parviennent à faire des pivots et à ne pas se déchirer. Bon. Donc, il ne faut pas voir ça. Par contre, là où il y a des risques, c'est dans les situations où un pays se dit, si je ne fais pas la guerre maintenant, je ne serai en position très défavorable plus tard. Et c'est probablement un risque face auquel on est vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire qu'il y a un moment où dans le calcul stratégique chinois, ils sauront que leur position ne pourra plus être améliorée vis-à-vis de Taïwan. Et elle ne fera que se dégrader parce que l'île se renforce, parce que la démocratie chinoise se casse la gueule, parce que les autres pays autour réarment, parce que la volonté est là de. Et donc il y aura un moment de calcul stratégique, ouais, une comme fenêtre de l'Allemagne en tir. 1914, comme le Japon en 1941, de se dire si on n'y va pas maintenant,
plus tard, ça sera moins bien. Et donc, le risque, c'est qu'effectivement, il y ait des dirigeants chinois à un moment qui se disent, bon, ben, on a vraiment envie de Taïwan, on pense qu'on en a besoin pour un tas de raisons stratégiques, historiques, culturelles, politiques, économiques. C'est maintenant ou ça sera moins bien plus tard. OK, allons-y maintenant. Et c'est le risque de conflit, il est là, quoi. Ouais, je comprends. Je vois que Et l'heure tourne, il va falloir qu'on conclue un peu, non, non, bah, malheureusement. on va conclure. Et donc, je crois que c'est un général allemand qui a dit que on a peut-être vécu le dernier hiver en paix en Europe occidentale. Est-ce que toi, tu penses que, enfin, quelle est la probabilité que, que l'Europe occidentale bascule dans la guerre avec la Russie dans les deux Je pense ans? qu'on est un peu pour l'instant dans la situation de Raymond Aron, hein, qui disait paix impossible, guerre improbable, où très clairement on rentre dans un monde de manière très durable, et c'est un vrai défi pour les Européens de l'accepter et de vivre dedans. Mm. On revient dans un monde où c'est pas des crises qu'on doit gérer, c'est un nouvel état du monde. Hein, au Mm. sens où on a eu l'habitude depuis 91 de gérer des crises, c'est-à-dire un moment de déviation normale d'un ordre des choses, dans un endroit Mm. circonscrit dans l'espace et dans le temps, où on arrivait, bon an, mal an, à revenir dans un ordre normal des choses. Ça n'arrivera plus. On Mm. revient, pour toutes les raisons dont on a parlé, dans un monde profondément instable, marqué par des rapports de puissance, par des rapports de force, marqué par le changement climatique, marqué par des idéologies fortes, marqué aussi par la crise démographique, qui va être un sujet absolument majeur pour le siècle. Mm. Donc ce monde ne pourra plus revenir vers une stabilité normale des choses. Et pour les Mm. Européens, il faut réapprendre ce qu'est un monde où on continuera de faire du commerce, mais le fusil sur l'épaule, où on continuera de collaborer, mais de manière plus incertaine, où on continuera d'avoir besoin d'alliés et de protecteurs, mais parfois ils Mm. pourront se retourner face à nous. Et donc, il faut Mm. retrouver des réflexes de coalition comme on en a eu en Europe pendant des siècles. Il faut retrouver des réflexes de défense Mm. nationale. Il faut retrouver l'idée que l'armée, c'est pas juste un truc pour faire joli et gérer des crises, mais c'est le besoin vital d'une communauté humaine pour assurer sa propre perpétuation, sans Mm. agressivité, mais sans non plus subir Mm. une domination. Et c'est tout ça l'état du monde vers lequel on va. Et, ouais, et peut-être une dernière question. Est-ce que les tanks ont encore un rôle à jouer dans la guerre terrestre? Parce qu'on a vu qu'ils devenaient très vulnérables face aux drones. Et plus généralement, est-ce que tu penses que l'IA, alors pour ce qui est de la guerre sous-marine, je sais pas, mais est-ce que c'est pas de nature à geler les fronts sur le terrestre avec, tu sais, ces kill web où on peut détecter les menaces instantanément et les neutraliser instantanément et du coup, toutes les frontières seraient gelées grâce à l'IA finalement? Alors, petite dernière question, mais qui aura besoin de 30 minutes pour répondre. Je vais essayer de faire très vite parce que Ouais, l'heure tourne. ouais, Le char, son avenir, bah, en fait, on a toujours besoin, près du champ de bataille, plus ou moins à proximité, d'avoir un objet plutôt bien protégé, très mobile, et qui puisse mettre en œuvre des armes. Donc, ça ressemble à un char. Après, le ça ne canon veut pas dire César. que... Après, non, parce que le César, il n'est pas très bien protégé, en fait. Ah oui, Le César, sa protection repose sur sa capacité de mobilité, mais en c'est revanche, ça, le mais moindre pain qu'il il prend, n'y et il est mort. a Donc, pas de blindage. Ouais. en revanche, une fois qu'on a dit ça, on a besoin de ce triptyque haute mobilité, haute puissance de feu, au blindage. Une fois qu'on a dit ça, le format du char actuel, c'est-à-dire un objet qui était fait pour engager d'autres chars de manière directe en visuel, n'est pas forcément très adapté à l'évolution actuelle du monde. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de blindés très mobiles, bien armés. Ça veut juste dire que le char du futur ne ressemblera pas forcément exactement en tant qu'objet au char actuel. Et maintenant, pour ce qui est de l'IA, son rôle premier aujourd'hui, il est dans les systèmes de commandement et de décision pour la prise de décision. Son rôle secondaire, il est dans les milieux fluides, dans les drones de surface, à la surface de l'eau, dans les airs ou sous la mer. Pourquoi? Parce que c'est là que le drone peut avoir des capteurs omnidirectionnels qui lui permettent à peu près, avec de l'IA le cas échéant, de prendre des décisions pas trop stupides. Pour l'instant, la robotisation du champ de bataille au contact du combat terrestre, c'est compliqué parce que de la même façon qu'une Google Car est beaucoup plus compliquée à faire rouler sur une route imprévisible, et encore c'est qu'une route, qu'un bateau ou un drone volant, c'est encore plus compliqué d'avoir un robot de combat au sol parce que bah, au sol, on n'y voit pas grand-chose. Il y a des arbres, il y a des buissons, il y a de la fumée, il y a des maisons. Les objets qui surgissent peuvent être de toute nature. C'est beaucoup plus dur que dans les airs. Donc la robotisation du champ de bataille, elle est en marche, notamment pour la logistique, pour l'évacuation et le transport des mecs, mais le combat par robot avec IA, on en est encore à quelques années. Voilà, je suis désolé, il va falloir que vraiment Non, non, ben, que j'y aille maintenant. on va conclure. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais partager, un sujet important dont on n'a pas pu Oui, parler? en trois Bon, mots, il faut que la société française se réapproprie cet enjeu de la défense et ces questions de défense. Il est délégué depuis trop longtemps à des professionnels
depuis trop longtemps, la société française se referme sur elle-même, ne veut pas voir le monde, ne veut pas voir les enjeux de sécurité. Les militaires n'ont pas à avoir un lien avec la nation. Les militaires sont la nation. Et il faut que chacun se réapproprie cet enjeu du plus politique au plus humble chez soi. Il faut lire, il faut regarder l'état du monde et il faut s'engager aussi, alors, comme réserviste, comme militaire d'active ou simplement être un citoyen actif. C'est un enjeu vital de survie pour nos nations. L'exemple finlandais, par exemple, est très utile pour ça. Voilà. Parfait. Merci Stéphane pour ta sagesse, ton expérience et tes connaissances. C'était passionnant et voilà, j'ai hâte de pouvoir partager ça avec la communauté. Merci Avec beaucoup à plaisir. toi. À Bonne très journée. bientôt. Au revoir. Au revoir.